Bonjour. Ça va bien? Bon, super. Moi, bof, moi je suis un peu malade, donc vous allez m'entendre beaucoup tousser, je vais beaucoup boire et je vais beaucoup faire pipi, mais je vais essayer de de pas faire ça ici. On est ensemble pendant 1 heure et demie. Alors si vous êtes habitué au format YouTube, ça va vous paraître un peu long peut-être, mais bon là on est nombreux. On va discuter pendant 1 heure, on va essayer de répondre à la question qui est posée sur les affiches, à savoir c'est quoi être un YouTuber aujourd'hui. Et puis ensuite, on aura une petite demi-heure où vous pourrez poser vos questions les plus intelligentes. Je vous fais confiance. Et on essaiera d'y répondre de façon globalement intelligente aussi. Hein. Voilà. Donc ouais, 1 heure et demie, c'est long pour un format YouTube, mais en vrai, il y a tellement de choses à raconter qu'on va commencer tout de suite. Et on va se présenter déjà. Donc moi, je suis Julien Méniel. Moi, je vais animer cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Et donc, Charlie, si tu veux te présenter et présenter ton travail. Ouais, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Charlie Danger et j'anime une émission qui s'appelle Les Revues du Monde. Ça parle d'histoire et d'archéologie, mais promis, c'est pas relou. C'est chouette, enfin, j'espère. Et donc, on y aborde des sujets d'histoire et d'archéologie. Spoiler. Et voilà. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'aller voir, n'hésitez pas. Aude, si tu veux te présenter aussi. Alors, je m'appelle Aude Goni-Goubert, dite Aude GG. Je suis actrice. Vous avez pu me voir dans des collectifs sur Internet assez fameux, notamment le Palmacho ou Golden Moustache. Et en fait, depuis 1 an, j'ai lancé ma propre chaîne, une chaîne personnelle Aude GG, avec le programme Virago, où je mets en lumière des femmes qui ont changé le monde et dont on a peu, voire jamais entendu parler. Et je suis à la fois chroniqueuse pour raconter la vie de ces personnages et à la fois j'incarne ces personnages dans un cadre à côté de cette chroniqueuse qui s'anime. Et voilà, donc en 3 minutes, j'essaie de vous faire découvrir des destins incroyables de tous âges, de tous milieux, de tout pays. Et comme on voulait aussi donner sa chance à un jeune, si tu veux te présenter. Oui. Bonjour, Cyprien. Donc, j'ai une chaîne qui parle de santé, qui s'appelle Dans ton corps. Tu m'en veux? Très bien, pas du tout. Non, c'est Voilà, formidable. je fais des vidéos sur Internet depuis pas très longtemps, ça fait 10 ans. Waouh. Et voilà, ça parle d'humour essentiellement et des courts-métrages. Et ben voilà, justement, on va peut-être commencer par ça. On va essayer de balayer la réalité, enfin les réalités en fait de l'activité de youtubeur aujourd'hui. Et alors première info, il n'y a pas que des youtubeurs, il y a des youtubeuses aussi. Hein, voilà. Quand on commence, quand on va lancer sa chaîne, je pense que la première question qu'on s'est tous posée, c'est de quoi on va parler en fait. Du coup, je me demandais, vous, votre réflexion, en tout cas à quel moment vous vous êtes décidé pour la thématique que vous avez choisie, et c'est quoi les questions que vous vous êtes posées surtout pour faire votre choix? Alors moi déjà j'ai vraiment un gros problème avec le terme youtubeur, qui est vraiment un terme que j'aime pas du tout, parce que je me considère pas comme faisant partie de l'entreprise YouTube. YouTube ne me salarie pas, il me paye d'ailleurs pas, mais on y reviendra. Donc je me considère vraiment comme vidéaste. Et moi, pour le coup, j'ai pas lancé ma chaîne en me disant après, il faut que je trouve une idée. C'est parce que j'avais cette idée, cette envie-là de projet et de programme, et envie d'être leader parce que c'est aussi ça, pour moi, le principal atout de faire de la création sur Internet, c'est d'être leader et d'être son propre patron et de ne pas avoir à attendre la validation forcément d'un producteur, d'un directeur artistique ou d'une chaîne. Donc moi, c'est parce que j'avais envie de se faire ce programme que j'ai ouvert la chaîne pour le faire. Ok, très bien. C'est lié, enfin... quand tu lances une chaîne, soit tu crées une chaîne à ton image et tu vas poster un peu tout et n'importe quoi, soit tu lances un programme. Je crois que là, tous autour d'ici, vous avez tous un programme, non? Ou des... Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Mais, on a un programme quand on n'a pas de personnalité. Moi, perso, j'ai vraiment un programme. Chacun son problème. Donc, tu vois, Écoute, si tu peux parler juste pour toi, par contre. Non, mais en fait, quand je dis ça, ça veut dire aussi que ce que les gens vont rechercher sur Internet, les visionneurs, ils aiment bien forcément un programme parce que c'est catchy, etc. Il y a plein de programmes hyper connus sur Internet, les What the Cut, les podcasts, c'est toujours des formats. Mais je pense que là où on peut sortir du lot tout ça, c'est quand tu vas commencer à utiliser ta personnalité et les gens ils vont être attachés à finalement ce que tu es au quotidien, ce que tu peux raconter, tes trucs, en plus des formats, quoi. Voilà. Donc si
Enfin, toi, tu as déjà fait des vlogs aussi, des trucs comme ça. Et Ouais, c'est des formats qui. Enfin, les gens aiment bien te voir au-delà de l'émission, en fait. Oui, mais Ça peut être un peu intrusif. c'est pas antinomique en fait. Tu peux avoir un programme et mettre de C'est ta ça, personnalité. Je parle espagnol. Ta personnalidad. Et si tu peux mettre de ta personnalité à l'intérieur de ton programme, c'est C'est un conseil que je donnerais en tout cas. vous prenez des notes. Prenez des notes. Ok. Vous pouvez faire un format, mais un petit peu de trucs différents, ça marche aussi. Charlie, du coup, toi, tu t'es posé des questions ou c'est comme Aude, ça s'est imposé Ouais, moi je rejoins plutôt Aude sur la façon. C'est-à-dire que j'ai pas créé une chaîne YouTube en me disant tiens, j'ai bien envie de créer une chaîne YouTube, qu'est-ce que je pourrais faire dessus. Enfin, c'était vraiment, j'avais un concept que je ne retrouvais pas parce qu'à la base, avant d'être vidéaste, je regarde des vidéos YouTube comme tout le monde, je pense. J'ai jamais regardé, moi. Moi non. J'ai jamais vu. Et j'avais un concept que j'avais en tête et je n'arrivais pas à le trouver sur internet et j'étais là, putain, c'est con quand même, ça serait quand même sacrément chouette si ça existait. Et à force de pas le trouver, je me suis dit bon allez, on a qu'à le tenter, on va le faire et puis on va voir ce que ça donne. Mais j'avais pas forcément réfléchi le truc en mode j'ai envie de me lancer sur YouTube et de devenir une YouTubeuse. C'était pas du tout la démarche. Ça, c'est une super démarche, je trouve. En fait, c'est que tu cherches quelque chose, tu te dis tiens, je suis passionné d'un truc ou quoi, et même quand on parlait dans ton corps et tout, c'était ça, c'était genre mais il y a rien sur la santé, comment ça se fait, et du coup, il y a une sorte de légitimité qui arrive sur toi, c'est que ça n'existe pas, donc personne ne veut le faire, pourquoi pas toi en fait. Je trouve que c'est une bonne. Ou alors j'ai mal fouillé. Non, mais c'est l'avantage de YouTube, c'est que pour moi, tu y trouves ce que tu y apportes. Ouais. En fait, donc c'est une espèce de grande communauté qui permet d'alimenter et forcément ce qui t'intéresse le plus personnellement intéresse d'autres gens parce que plus c'est personnel, plus ça intéresse d'autres gens en fait. Ouais, puis c'est ça, tu vas, s'il y a un vide quelque part, tu vas créer quelque chose, donc du coup, ça c'est intéressant. À l'inverse, où les gens vont faire un podcast sur les profs, où là tu sais que ça existe déjà, man, il y en a eu 1000, donc c'est pour ça que je trouve que la démarche de créer quelque chose, parce qu'on ne le retrouve pas encore et on veut le créer, est vachement, c'est une bonne démarche à mon sens. Ouais, non, mais c'est un vrai enseignement. C'est vrai que t'entends souvent des gens dire ouais, moi j'ai envie d'avoir une chaîne YouTube, et quand tu leur dis tu veux parler de quoi, ils font, podcast sur les profs quand même, sur les différents types de profs. Parce que beaucoup et de personnes. c'est pour ça que tu as des fois l'impression que YouTube se mord la queue. Par contre, il y a beaucoup d'enfants, il faut que je fasse attention à ce que. Mais tu as de plus en plus de gens du coup qui se disent j'ai envie de faire une chaîne YouTube, de quoi je vais parler, de ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse? YouTube. Je vais faire une chaîne YouTube pour parler des autres chaînes YouTube. Et c'est pour ça que tu te retrouves un peu dans une espèce de vortex de gens qui savent pas ce qu'ils ont envie d'apporter au truc. Alors qu'effectivement, quand les trucs que tu as envie de raconter, ça précède ton envie d'avoir une chaîne, du coup, tu as ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Ouais, c'est beaucoup plus sain. Et j'ai une petite anecdote sur quand tu parles des mecs qui créent une chaîne YouTube qui parlent de YouTube, c'est que pendant un temps, moi j'avais fait plusieurs vidéos qui parlaient de YouTube. J'avais fait le patron de YouTube, où c'est un mec qui ouvre des portes, etc. Et tu vois tous les petits problèmes qu'il y a dans YouTube, plein d'anecdotes et tout. Et j'ai fait le quiz YouTube. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, tu vois, j'ai créé un cercle, je parle que de la même thématique, je parle de la plateforme sur laquelle je suis. Et je me suis un peu calmé là-dessus. Et du coup, je me suis dit, non, mais je vais vraiment raconter d'autres choses, ce qui me plaît, ce que je viens de raconter. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mis des chaînes pour parler de toi? Je monte ma chaîne YouTube pour parler de Cyprien sur YouTube. Là, c'est totalement méta. Non, J'espère pas. Est-ce qu'on va faire un petit truc à la main levée? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont youtubeurs, mais pro ou pas pro, même amateurs, soit qui veulent le devenir? Y a-t-il déjà des youtubeurs, des gens qui ont des chaînes YouTube? Ouais. Des gens qui ont déjà des chaînes YouTube? J'en vois un qui lève pas la main au fond, j'en vois deux là qui trichent, ok. Donc on peut multiplier par 2 ou 3, je pense, en comptant les timides. Il y en a qui aimeraient bien se lancer. Voilà. On a des futurs. Je vais m'abonner, vous inquiétez pas. Faut soutenir un peu. Ok, et ceux qui veulent se lancer, vous savez déjà de quoi vous voulez parler ou pas? Très bien. Et moi aussi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je vais parler d'elle. Ouais. Non, Et alors, passer le cap de la thématique, après, la deuxième question qui se pose quand tu lances ta chaîne, c'est à quoi j'ai envie que ça ressemble. En gros, le format. Donc, toi, Aude, tu as un format qui est très spécifique. Oui. C'est vraiment un truc, c'est pareil, ça s'est imposé d'emblée ou Non, alors vraiment, la première fois que j'ai tourné, vraiment, on a fait ça dans mon salon. Alors après, je suis entourée d'excellents techniciens qui sont des amis. Et du coup... Alors, quand on dit je suis entouré d'excellents techniciens qui sont des amis, ça veut dire je ne les paye pas en général. Voilà.
Voilà, c'est exactement ça. C'est que j'ai beaucoup de gens très talentueux et très bénévoles autour de moi qui sont venus tourner. Et donc, j'avais un texte extrêmement écrit. La forme, je ne la connaissais pas. Et elle s'est construite au fur et à mesure du montage. Et on a passé beaucoup de temps avant de sortir quelque chose pour trouver cette forme qui me plaît tellement que finalement, pour l'instant, elle est restée et que je veux, à l'intérieur de ça, enfin, je veux imposer cette forme-là et ensuite, j'irai vers d'autres formats. Mais pour l'instant, j'ai vraiment Mais d'ailleurs, j'avais envoyé une image qui était parlante, mais je ne sais pas si elle va passer. Mais en tout cas, j'ai imposé une forme qui, pour l'instant, est toujours la même pour qu'on reconnaisse, pour qu'il y ait une identité visuelle, qu'il y ait une identité même de caractère dans le programme. Voilà. Ça évoluera, ça évolue déjà et ça évoluera sûrement de plus en plus. Mais c'est vrai que je trouve que pour débuter, parce que malgré tout, en fait, j'ai beau passer de vidéos à 14 millions de vues, quand on débute sur sa chaîne, on débute comme tout le monde à 0 abonné. Donc, en tout cas, pour essayer de me faire une petite place, j'essaye de marquer mon univers. Voilà. Ce qui est peut-être une erreur, mais en tout cas, je tente comme ça. Non, mais en tout cas, bon, toi, tu es très exigeante et tout, mais il y a un truc qui est quand même commun à plein de chaînes YouTube, c'est quand tu regardes les premières vidéos, tu fais putain, c'est claqué sa mère, c'est tout moche, le son est dégueulasse et tout. Je m'inclus dedans, hein, ne regardez pas mes premières vidéos, c'est horrible, quoi. Donc, moi j'aime bien ce côté où tu essayes de faire comme tu peux et puis tu dis tiens, je vais enlever ça, je vais rajouter ça et tout, et tu vois le truc évoluer en ce sens. Bon, après, moi, je vois que les premières sont pourries par rapport au. Alors, c'est pourri sur le curseur de l'exigence. J'irai voir du Suisse et allemand. je mettrai peut-être un peu Mais voilà, moi, j'ai une exigence qui est un peu hors norme. Mais les 3 premières, vraiment, je fais c'est abusé, c'est vraiment pas bien. Ouais, mais moi, je trouve que c'est génial d'avoir ces preuves-là. Ça fait un peu les enfants de la télé avec Arthur, genre hey, regardez, on l'a vu il est hyper jeune dans cette émission. Donc, sauf que là, tu l'as tout le temps devant le nez, quoi. Ça, c'est le côté marrant, mais le revers de la médaille, c'est que cette espèce d'exigence de qualité de contenu, ça bloque quand même pas mal de gens à se lancer. C'est vrai qu'au départ, toi le premier, quand tu as commencé tes vidéos, tu étais dans ta piole avec ton téléphone et tu... Voilà, non, j'étais dans des studios avec plein de professionnels. T'avais du Kiri là, t'avais des... Oui, c'était... Mais aujourd'hui, YouTube s'est tellement professionnalisé que t'as l'impression que la moindre personne qui veut lancer sa chaîne, ils se disent ah mais non mais je vais pas soutenir la comparaison, ça va être moche, ça va être horrible. Charlie, je sais pas si c'est un truc toi bloqué toi Au début, non. C'est-à-dire que je pensais même pas à les conserver ces vidéos-là. Je les faisais vraiment faites comme ça pour m'amuser, parce que c'était toujours plus intéressant que de faire des études. Mais je témoigne. C'est pas vrai. Tu sais le truc que tu fais par ennui quand t'as pas envie de faire quelque chose que t'es un peu obligé de faire. C'est une espèce de procrastination créative, quoi. Et je m'amusais vraiment beaucoup, mais j'avais pas du tout pensé le truc comme sur le long terme en fait. Je me voyais pas du tout faire ça sur autant d'années. Et pour le coup, maintenant, je vis cette pression-là actuellement, c'est-à-dire que j'ai tendance à attendre énormément de mois avant de sortir une vidéo parce que j'ai envie d'avoir une sorte d'évolution dans mon travail et de pas stagner, parce que j'ai pas envie de proposer quelque chose qui n'évolue pas dans mon émission. Donc, pression personnelle assez forte. Ouais. Et je comprends après les personnes qui ont du mal à se lancer en se disant oh, je vais jamais pouvoir rattraper le niveau. Et quelque part, même si c'est horrible à dire, c'est un peu vrai. Quand tu commences et que tu n'as pas les moyens d'investir dans toutes les choses qui font la qualité d'un contenu, quand tu n'as aucune formation en montage, etc., il faut s'accrocher et ou alors avoir une personnalité très marquée pour justement garder une sorte de contenu intéressant. Mais je pense que ça doit être assez compliqué, même aujourd'hui. Je trouve ça pas mal, Internet en ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui, on va dire qu'ils sont tout seuls, mais en tout cas qui osent commencer, qui osent progresser et qui osent se dire bon c'était claqué au début, mais c'est pas grave, je vais changer ci, je vais changer ça. Ils apprennent de leur propre programme, de leurs propres vidéos. Il n'y a pas ce côté t'arrives et t'as déjà 100 000 abonnés, une équipe. C'est faux. Enfin, je connais. Par exemple Marion là, qui a eu une ascension énorme sur sa chaîne, mais parce qu'elle avait déjà entre guillemets fait des choses avant et qu'elle était déjà. Ouais, mais elle était déjà elle crée beaucoup de choses déjà sur Internet. Ça peut arriver, mais il faut déjà avoir un certain pied dans la porte, quoi. Ouais, non, mais je trouve que c'est des évolutions assez. Pour la plupart, c'est des évolutions assez saines. C'est des gens qui ont, voilà, on se dit pas tiens, ils ont volé leur place ou un truc comme ça. Oui, non, après. Il y a des petites techniques de copinage de trucs où les gens ils se retrouvent dans les vidéos des autres pour être plus visibles et tout. Des histoires de collab. Oui, mais bon, c'est l'amitié qui fait ça aussi. Donc ça, malheureusement, on peut pas, ça sert à rien de le quantifier ou de l'analyser tel quel. Mais en tout cas, je trouve que les mecs qui progressent d'eux-mêmes et qui font plein de trucs, je trouve ça vraiment chouette, quoi.
Mais il y a aussi un truc, c'est pour ceux qui veulent se lancer, c'est que déjà aujourd'hui, avec les outils qu'on a, c'est-à-dire que déjà avec un iPhone, t'es très bien filmé, c'est de la haute définition. Ou un Samsung. Ou un Samsung. Oui, pardon, oui, ou un Samsung. Enfin, je veux dire, avec les smartphones de la jeune génération, l'image est tout de suite belle, le son est pas trop crado. Donc aujourd'hui, il y a quand même des techniques pour se lancer et que ça reste correct. Et en plus, je trouve que ça a cet avantage, et qui est tout l'inverse de ce que je fais, mais que plus c'est spontané, entre guillemets, un peu à l'arrache, plus ça plaît aussi. Parce que les gens s'identifient vachement. Et que plus c'est produit, moins ça marche, entre guillemets. Quoi. Je témoigne aussi. Voilà. Non, mais c'est vrai que là, on a quand même un biais de... On fait... Même si on n'est pas du tout sur les mêmes thématiques ni les mêmes formats, on a ce point commun de faire des vidéos qui sont écrites à l'avance, ce qui est quand même pas la majorité de, enfin en tout cas la totalité Squeezie de. aussi fait, je l'ai vu. Je rigole. Oh, je tourne à droite ou à gauche. Mais The Kerry 78 aussi, je crois que tout est vraiment millimétré. Il a un truc. Il regarde son texte. Non, mais il y a aussi cette partie-là de YouTube qui existe et qui fait parfois beaucoup plus de vues que, alors pas que toi forcément, parce que bon, mais beaucoup plus de vues que nous. Tu fais 3 vidéos, tu branches ton truc, tu tournes, tu montes pas, tu balances direct, machin et tout. C'est pas un jugement de valeur, hein, mais c'est. En vrai, je fantasme un peu là-dessus, pour être franche. Mais grave. Ah, mais moi, j'ai lancé une chaîne gaming pour 3 ça. semaines sur l'écriture. Non, mais c'est ça. Au bout d'un moment, j'en avais marre de tout écrire, tourner, je sais pas quoi, faire les talos et tout. Et puis, quand on a lancé notre chaîne gaming avec Lucas, c'était vraiment spontané. Genre, on rigolait comme des débiles et tout, tu vois. C'était très régressif, mais au fond de moi, je fais, ça fait tellement du bien, quoi. Ouais. Mais c'est ce que tu disais dans l'excellente interview de chez NoTube. Tu disais justement que plus tu fais des... Il a dit excellent parce qu'il est ouais, là. il est là, le créateur de NoTube. Non, mais tu disais effectivement que tes courts-métrages qui sont beaucoup plus produits, qui te demandent beaucoup plus de temps, font moins de vues. Mais en fait, heureusement que tu fais ça et que tu continues, enfin que malgré tout, tu continues et que tu cèdes pas à la facilité de retourner à des choses moins produites, etc. Parce que c'est important aussi de montrer que j'ai l'impression que quand on va dans les tendances aujourd'hui, on se dit que YouTube, c'est que du truc à l'arrache, c'est un peu même s'il n'y a pas que ça dans les tendances, mais ça donne un peu cette vision globale. Or, il existe un YouTube écrit, produit, travaillé. Ça ne veut pas dire que les gens ont qui va mourir, ouais, mais il existe. Non, qui va pas mourir, ne dis pas ça. Non, mais justement, je trouve que c'est important de s'accrocher, et même si effectivement ça marche moins bien, peut-être que c'est aussi, même si ça marche moins bien en termes de vues, c'est peut-être aussi des communautés un peu plus engagées, un peu plus exigeantes elles-mêmes, et qui vont un peu plus en fait rendre un peu de gratitude envers ton travail, quoi. J'ai l'impression. Non, mais dans tous les cas, YouTube ressemble aux gens, en fait. YouTube, éditorialement, ils ne font rien. Voilà, ici, ils font le YouTube Rewind à la fin de l'année et tout le monde trouve ça nul, et c'est normal. Éditorialement, ils créent rien. Donc en fait, si dans les tendances, on voit des trucs un peu nazes, c'est que les gens l'ont un peu regardé, ce truc-là, ou googlé, ou ils l'ont cliqué, ils ont partagé. Donc ça ressemble aux gens. Les gens, il y en a plein qui regardent du contenu, parfois tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y en a d'autres qui vont regarder des contenus plus travaillés. Moi, mes vidéos, même mes courts-métrages, etc., ils ne sont pas tout le temps premiers des tendances, mais en tout cas, ils se retrouvent grâce aux internautes, tout ça. Donc les gens le regardent, ils n'ont pas abandonné non plus pour regarder que des vidéos simples. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais donc voilà, ça ressemble aux gens. Si les gens ils préfèrent un truc plus spontané, et ben c'est ça qui va apparaître. Si d'un coup ils préfèrent une thématique en particulier, c'est ce qui va apparaître. Sauf que moi, alors attention, c'est vraiment la réflexion vieux jeu, c'est maintenant. C'est l'instant réac. L'instant réac. Est-ce qu'on peut mettre du Michel Sardou, l'instant vieille personne. Je suis pas sûre que les gens veulent absolument tous regarder des pranks. Je suis pas sûre qu'ils aient accès ou que ce soit facile de trouver d'autres choses aussi avec l'algorithme, avec tous les problèmes que ça engendre. Moi, je sais quand on regarde une de mes vidéos, ce qui est proposé derrière, c'est Squeezie ou McFly et Carlito. Mais quand on regarde un peu dans la demande. Hein, mais quand on regarde Squeezie et McFly et Carlito, on va pas jamais me proposer moi. Donc en fait, ça ne peut que rentrer qu'en vase clos. Donc j'ai l'impression, et c'est comme la télévision, c'est-à-dire que les gens disent ah ouais, les gens regardent la télé-réalité et ci et ça, ils regardent pas d'autres choses intéressantes. Mais en même temps, est-ce qu'on leur propose autre chose? Non mais Aude, je suis d'accord avec toi. C'était la vieille personne qui a parlé, c'est tout. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je n'ai rien à rajouter, c'est vrai, c'est l'algorithme. Et du coup, sur ces histoires de écrit versus pas écrit, en gros. Qui a raison, qui a tort. Non, mais pour votre activité de youtubeuse et de youtubeur, par jour, ça vous prend ouais, vidéaste. Moi, je m'en fous en vrai. Youtubeur, ça me va. Non, mais je sais qu'il y a plusieurs écoles. Même il y a des gens qui disent vidéaste, mais c'est dégueulasse. Enfin, quel est ce mot? Il y en a qui disent non, moi je suis auteur. Qui disent
Voilà, est c'est ça, tout c'est est respectable. Mais... C'est dégueulasse, t'as entendu Non, mais tout le Non, truc, j'ai dit, si il y a t'es des que gens sur qui disent YouTube, que- tu peux être youtubeur, effectivement. Si tu fais d'autres choses par ailleurs. En fait, je suis d'accord. C'est pour Juste pas te pour cloisonner, en arriver fait. sur ce débat du terme. Alors si tout le monde est contre moi, ça Il va va y avoir une bagarre. Ok, Il va y attention. avoir une bagarre. C'est un débat. Est-ce qu'on a le droit de dire youtubeur ou pas? Je pense que tu te sens ou tu te sens pas, ça importe peu. Je suis d'accord. Est-ce que quand tu bois du Coca-Cola, t'es Coca-Cola à l'heure? Je suis d'accord qu'être associé à ce point-là à une marque, à une entreprise, je suis d'accord, c'est pas le best ever, ok. Mais pour moi, moi, quand je l'explique à mes parents ou à de la famille, youtubeur, et qu'ils disent de la plateforme YouTube, ah, tu fais des vidéos là-dessus. Donc c'est clair parce que le nom est dedans. T'as vraiment encore besoin d'expliquer à tes parents et ta famille ce que tu Non, fais comme mais c'est métier? très, en fait, ça a le mérite d'être clair. Par contre, je suis d'accord, dans le côté que j'aime pas dans ce terme youtubeur, ça veut dire je joue des codes de YouTube. Et ce que je ne fais pas, par exemple, je ne fais pas les vidéos depuis 10 minutes pour mettre plusieurs annonces dedans, je ne fais pas les tags ou les tendances dès qu'il y a un truc, il faut parler des clowns tueurs, il faut parler de ci, il faut parler de ça, il faut parler de la mort de Johnny pour essayer de faire du clic. Donc je ne joue pas réellement ces codes-là. Et alors qu'il y a d'autres, il n'y a aucun problème, quoi. Ils font à balle et tout. Ils font tout Il y en a qui le font très bien d'ailleurs. Est-ce que, Aude, justement, avec ce terme youtubeur, la chose qui ne dérangerait pas, c'est que c'est assez connoté? Parce que moi, je vois, j'ai arrêté de l'utiliser, non pas pour des convictions spécialement, parce que je ne me sens pas rattachée à la plateforme de YouTube, mais parce qu'à chaque fois que je me présentais et que je disais je suis youtubeuse, la première question, c'est « Ah, tu fais des tutos make-up ?» Et du coup, et après, je dois passer 5 heures à expliquer non, alors en fait, les filles peuvent faire autre chose. J'ai rien contre les tutos make-up, hein, mais tu vois, c'est un peu, c'est très connoté en fait comme terme youtubeur. C'est-à-dire que si t'es youtubeur, tu fais des vidéos sur les jeux vidéo ou tu fais de l'humour, ou alors si t'es une meuf, tu fais des vidéos tuto beauté ou du lifestyle. Je pense que c'est plus un truc pour les filles créatrices de vidéos quand même. Oui, cas. je suis Parce peut-être. qu'un mec qui dit ouais. je Oui, fais des mais- vidéos sur YouTube, on ne sait pas s'il va faire des tutos sur autre chose. Ouais. Ou de Oui, mais déjà, je l'humour, pense que quand tu es obligé de l'expliquer, c'est que tu as en face de toi des gens qui disent soit tu es une youtubeuse, tu fais des tutos beauté, soit tu es un youtubeur, ça veut dire c'est Thierry Ardisson, toi tu es un petit branleur qui joue aux jeux vidéo dans Mais ta ne chambre. Quoi. fréquentez pas ces gens qui Non pensent mais ça. oui, mais ils existent, il ne faut Mais pas les exclure. oui. Non mais moi, au-delà de trucs très connotés, c'est tout simplement. Alors après, vraiment, c'est moi, mais je suis comédienne, je suis auteur, je suis metteur en scène, et donc si on me dit que je suis youtubeuse, bah c'est terminé. En fait, je suis plus ni à la télé, ni au cinéma, ni tout ce Ça que je réduit fais ton par ailleurs. travail. En fait, pour moi, YouTube n'est qu'un média parmi Ouais. tant d'autres que j'utilise au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, je suis dans plusieurs séries télé en ce moment qui sont diffusées. Donc si d'un coup je me présente en tant que youtubeuse, ça veut dire que j'annule totalement 80% des choses que je fais. Ouais, je comprends, je te Surtout que pour le coup, je gagne ma vie ailleurs que. Enfin, je gagne ma vie ailleurs. Tout simplement. On va en parler aussi. Ouais, donc sur le temps que vous passez, même en une moyenne, hein, mais par jour, pour votre activité sur YouTube, ça va ça? Avant ou après la sortie de Far Cry 5? C'est la question. On va dire une moyenne lycée sur l'année, sur jour ouvré. Jour ouvré, en glissant. Charlie, Ah, c'est à moi de répondre. si tu le souhaites. Moyenne, on va dire grosse moyenne, à peu près 6 heures, je dirais. 6 heures par jour, Ouais. donc on est sur un boulot à temps plein, Ouais, bah oui, c'est mon avec taf, une grosse ouais. pause déj au Mais milieu, alors, quoi. pas que sur YouTube, pour le coup, je dirais sur mes projets de vidéo et Ton etc. activité vidéo Ouais, mon de manière activité, globale. ouais. Ok. J'y passe, en fait, c'est mon taf, quoi. Ok. Non, bah, je passe toute la journée, quoi. J'arrive au taf, il est 9h30. Parce que oui, j'ai un travail, ça se voit pas. Et ensuite, c'est beaucoup de réunions d'écriture ou de montage ou de tournage. Donc voilà, souvent j'ai une réunion d'écriture le matin, une réunion d'écriture l'après-midi. Donc, Ou parfois du montage le Sans, matin. sans surprise, on est aussi sur une activité à temps et plein. je rentre chez moi, mais entre je sais pas moi, 19h30 et 21h, tu vois. Et quand il y a des tournages, ça termine à 2h du mat, comme d'hab, mais voilà quoi. Moi, je fais pas que ça pour le coup, donc ça, Mais du coup, juste- c'est plutôt ennui ouvré. Ouais. Ok. Parce que la journée, je fais d'autres choses. Mais pour le coup, moi, pour construire une journée de tournage avec 3 ou 4 épisodes dans la journée, il faut 2 à 3 mois de travail entre l'écriture, la post-production, le tournage. Ça me prend 3 mois de boulot entre les recherches, lire les biographies, enfin voilà. Mais c'est pas quantifiable en solide, quoi, parce que je fais pas 9h-18h. Et donc, du coup, ça veut dire que toi, tu bosses sur tes vidéos pour ta chaîne plutôt la nuit en dehors de tes périodes de tournage. Bah ouais, tout ce qui est, enfin, si j'ai pas de creux, enfin, si je suis en train de tourner tout le temps, soit il y a une pause sur la chaîne, soit c'est vraiment effectivement la nuit, ou alors je prends, là par exemple cette semaine, je prends une semaine où non-stop, 9h, 23h, je vais faire que ça, monter des vidéos, etc. parce que j'ai un petit creux cette semaine. Voilà. Mais en plus, on est 3 à faire ça sur la même chaîne. Enfin, Ok. pour ma chaîne en fait. Ça, c'est un truc intéressant aussi parce que dans
l'image du youtubeur ou de la youtubeuse, tu as le côté, c'est quelqu'un qui bosse tout seul dans sa chambre, qui se cadre tout seul, qui fait ses montages tout seul. Et ça a existé, toi tu l'as connu, hein, Papy. Et il y a encore des gens qui fonctionnent comme ça, mais toi tu dis vous êtes 3 à bosser sur ta... Nous on est 3 au quotidien toute l'année à bosser dessus, Okay. Entre l'auteur avec lequel je bosse et qui on fait toutes les recherches biographiques, etc. Et le réalisateur qui fait aussi les effets spéciaux de la chaîne et la lumière et la post-prod qui prend aussi un autre temps. Donc on ne travaille pas au même moment, mais on travaille quand même toute l'année à 3. Et par contre, par journée de tournage, et avec la préparation de tournage, il y a une équipe de 8 personnes derrière la vidéo. Tu me la prêtes? Ouais, Charlie? Volontiers, c'est les meilleurs. Entre le son, le maquillage, parce qu'on fait de la reconstitution vraiment historique sur les costumes, sur le maquillage, pour être au plus proche des personnages que je traite. Donc voilà, entre ingé son, maquillage, costume, chef-op, assistant cam et moi et auteur, prompteur, voilà, c'est une grosse équipe. C'est une belle petite équipe. Je suis jaloux en fait. Tout simplement. Mais viens, je te les prête quand tu veux. Charlie, toi, sur tes vidéos? Vous êtes combien sur un tournage? Je suis seule. Tu es toute seule? Ouais, alors j'ai juste un ami à moi qui s'occupe de cadrer, donc de faire le cadre, Donc parce t'es que pas j'ai pas seule. de retour, Donc- et d'appuyer sur on, tu vois, la caméra. Puis après, Ça veut dire que tout le reste, toute Ouais. l'écriture, Je le m'occupe, montage, tout. c'est toi qui Ouais. montes Alors, sauf aussi? pour les tournages un peu exceptionnels, où vraiment quand tu as des trucs qui sont un peu plus produits, un peu plus conséquents, où là vraiment, dans ce cas, j'engage des gens parce que juste, je me sens pas capable de tout faire. Mais sinon, voilà. Mais juste, Julien, toi, tu passes combien de temps sur tes vidéos par jour? Moi, c'est pareil, c'est un boulot à temps plein. J'en fais une par semaine. Donc, recherche d'infos, Ouais. plus écriture, plus tournage, montage, tournage, montage, ping-pong avec l'ami Romain, parce que nous, on est 2. Donc, D'accord. sur le montage, ça fait... maintenant, je les tourne les 4 le même jour. Donc, j'ai tout le mois pour les écrire. Avant, j'écris pendant 4 jours, je tourne pendant le 5e jour, mais c'est pas possible. Mais oui, en gros, c'est un boulot à plein temps. Et les recherches, tu fais tout seul. Tu te auto-recoupes. Je fais tout seul, sauf si je trouve pas les infos disponibles sur des sites suffisamment fiables, auquel cas j'appelle des... Et pour le coup, ça, J'appelle des c'était gens. ton précédent métier, pour le coup. C'était- Écrire. Oui, c'est des ça. En fait, sujets, quoi. c'est juste Donc, vraiment limite, exactement la même chose que ce que je faisais avant en tant que journaliste. C'est-à-dire, quand tu te renseignes sur un sujet, quel qu'il soit, tu recoupes tes sources. Déjà, de base, tu prends des infos sur des sites fiables, genre des sites Doctissimo. d'instituts. Voilà, tout ce qui est le forum jeuxvideo.com, tout ça, enfin des trucs un peu carrés. Et tu recoupes, c'est-à-dire parce que la difficulté avec les études scientifiques, c'est qu'il y a la publication scientifique, et après, si tu trouves 3 personnes qui te parlent de la même étude, ils vont te raconter 3 choses différentes, quoi. Bon, Donc c'est t'as pareil en des biais, histoire, t'as des biais de voilà, mais c'est pareil pour tout le monde. En fait. Ouais. C'est pareil. Donc, Moi, j'ai découvert quand je lisais une biographie d'un personnage, je disais formidable, c'est vraiment, elle est comme ça. Puis tu lis une deuxième bio, tu fais donc vraiment pas du tout, parce que les personnes ne l'ont pas. En fait, il y a même une surinterprétation du biographe. Enfin voilà, après, c'est un vortex. Attends, je suis en train de me dire qu'en fait, vous apprenez des choses aux gens. Oui. Ce qui n'est pas mon cas, en fait. Du coup, j'ai rien à faire ici. En fait. Mais toi, tu les divertis, nous on leur bourre le crâne. Non, Julien, il arrive aussi à les C'est divertir. quand même un taf d'écriture sur tes cours, etc. Oui, mais j'invente, quoi. Je peux T'inventes pas des dire, trucs. mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je fais, c'est tout le Est-ce temps que faux. vraiment, si on tire sur mon doigt, vraiment, c'est sûr. Et du coup, toi, sur tes... Parce que maintenant, tu as X formats de vidéos, mais par exemple, entre une vidéo face cam Ouais. et Lunaire, donc ton dernier court-métrage, en termes d'équipe, ça passe de combien à combien? Bah, il y a le making-of de Lunaire que j'ai sorti un petit peu après. On voit un peu le staff qu'il y a dessus. Franchement, il y a des dizaines de personnes. Ça va du stylisme, accessoiriste, à assistant caméra, assistant d'assistant caméra. Enfin, c'est sur de la grosse machinerie, des trucs et tout. Et après, quand je fais on va dire une vidéo plus simple, la semaine prochaine, je vais tourner une vidéo sur apprendre une langue. Apprendre une langue étrangère, tout simplement. Et bon, bah là, j'ai juste Hakim Omiri on va écrire un petit peu ensemble parce que aujourd'hui, c'est ces formats face cam qui sont très célèbres sur ma chaîne YouTube, mais finalement, c'est ceux où je galère un petit peu le plus aujourd'hui à les faire parce que je trouve que c'est dur de ne pas être redondant dans ce que j'ai déjà fait, tout ça. Alors parfois, les thématiques elles sont tellement fun que ça s'écrit tout simple, mais j'aime bien écrire avec quelqu'un. Et après, ouais, il y a juste un ingé son et un cadreur, quoi. Et des perruques, ce serait bien.
ou des comédiens, comédiennes qui veulent bien jouer le jeu. Mais non, c'est des toutes petites équipes. Après, j'avoue, moi, le moment que je préfère, c'est quand j'écris. Donc, du coup, j'essaie d'avoir quelqu'un maintenant pour écrire. Un court-métrage, à la limite, je peux l'écrire tout seul, comme c'est étalé sur très très longtemps. Mais bon, parfois, un auteur avec qui tu racontes le truc et tu te marres, et c'est quand même plus sympa, quoi. Voilà. Bon, et on va en venir au nerf de la guerre, puisque le deuxième cliché sur les youtubeurs, après on fait tout seul dans notre chambre, c'est on est blindé de YouTube Money, évidemment. Donc première question, qui en vit ici? Enfin, qui n'en vit pas, du coup? Moi, j'en vis. Toi, tu en vis? Ah, Ouais. très bien. Alors la question pour toi, c'est depuis combien de temps tu en vis? Ça va faire 2011, 2012, ouais, donc ça va faire 6 ans, 7 ans. En fait, c'est quand j'ai arrêté de travailler pour cette chaîne de documentaires qui s'appelle Énergie 12. Énergie 12, ouais. Ah oui, c'est entre Planète et Discovery Channel, je crois. Et Equidia. Non, là, quand j'ai arrêté de travailler pour un employeur, c'est que j'ai pu en vivre, voilà, quoi. C'est-à-dire payer mon loyer et faire mes trucs. En de vivre, base, quoi, en fait, oui. Voilà. Subvenir à ses besoins. Et vous? Moi, comme je savais que tu allais poser la question, j'ai regardé ce matin où j'en étais. Donc, Et depuis la création de la chaîne, YouTube m'a rémunéré exactement, au centime près, 92,27 € que je n'ai pas encore touché parce que tu ne touches qu'après les 100 premiers euros. Putain, donc, ils sont encore sur un compte. Quand je vais les recevoir, je vais claquer comme une malade. Ah ouais, tu vas pouvoir prendre un seul billet de 100 et faire ça. Là, tu parles tu vas le ramasser. Non, et ça me coûte beaucoup d'argent. Mais je le fais Donc ça pas. te coûte de l'argent. Ah oui, ça me coûte beaucoup d'argent. Parce que là, tu parles des revenus des pubs, des AdSense, des pré-rolls, c'est-à-dire les pubs qui sont. C'est ça, ouais, c'est 92 € de pré-roll. Ça veut dire qu'à part ça, t'as pas d'autres sources de revenus, t'as pas de partenariat, de placement de produits. Rien du tout. Je viens d'obtenir l'aide du CNC, qui était la première aide à la création pour les vidéastes d'internet. Donc j'ai obtenu l'aide du CNC, mais qui est une aide. Alors là, ça aussi, je fais une petite parenthèse, qui a un mythe à casser autour de l'aide du CNC. L'aide du CNC donne une somme assez conséquente d'argent. Sauf que, par exemple, quand il donne 3 €, il faut sortir 3 € de sa poche ou d'un financement privé pour pouvoir utiliser les 3 € du CNC. En vrai, il donne un peu plus que 3 €. Hein, voilà, alors non, mais je vais... mais c'est 50%. En fait, il finance que 50%. Voilà, comme toute aide publique, il ne finance que 50% du budget. Et si je n'arrive pas à apporter les 50%, et que je n'apporte qu'à hauteur de 30%, eh bien, il ne verse que 30% de la somme. Donc voilà, c'est vraiment un coup de pouce, un aide au financement, et voilà. Donc ça m'a permis, moi, en fait, tout simplement, moi, avec les sous que j'ai reçus du CNC, j'ai fait en tout 4 jours de tournage et donc 12 jours de post-production, plus tout l'achat, en fait, en payant que la moitié à tout le monde. Voilà, ça me permettait de payer 2 jours de tournage, la moitié de post-prod, et voilà. Donc j'ai dit à toute mon équipe, qui de toute façon travaille gratuitement depuis 1 an, continuez à travailler gratuitement, par contre, je vous paye maintenant 2 jours, voilà. Ce qui n'est pas énorme, mais c'était déjà une petite bouffée d'oxygène. Ouais. Voilà. Charlie, toi? Alors, est-ce que quand tu dis revenus YouTube, tu comptes le mécénat, tous les trucs genre Tipeee, etc., ou tu comptes que YouTube? Tous les revenus, Non, je pense que c'est ton revenus qui viennent de ton activité de vidéo sur YouTube. Mais après, c'est intéressant. Derrière la question, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se répartit, d'où ça vient en vrai. Parce que YouTube, pour vous donner une idée, je gagne à peu près, ça dépend. Sur mes mois un petit peu, c'est la folie, je gagne 100 € par mois de YouTube. Avec les pubs Ouais, YouTube. C'est clair, mais attends, tu crois que je les ai achetés comment? C'est des vrais diamants, hein. Direct, je te le dis. Putain. Et par contre, le reste, c'est quasiment tout le financement de l'émission et sur quoi je vis, etc. C'est les dons de mécénat, donc Tipeee, etc. Okay. Et sans les gens qui donnent sur Tipeee, c'est pas du tout genre l'instant brague et tout, mais c'est vraiment sans ça, je pourrais pas du tout continuer. Je serais obligée de prendre un taf comme guide dans un musée ou un truc comme ça, parce que sinon je pourrais pas. Donc tu peux en vivre avec les dons Ouais, je peux en vivre. Bah, par contre, c'est pas genre t'en vis confortablement. Hein. Clairement, je dépense pas 200 balles de chaussures par mois. Hein. Mais ça permet juste de payer les frais. Donc loyer, bouffe. Voilà. Donc en fait, finalement, il y a un manque
comment dire, d'indépendance financière avec YouTube et que la communauté a comblé toute seule en fait. Avec c'est les gens qui. Ouais. Mais j'ai remarqué que ça marche beaucoup. T'as pas ça Alors moi j'ai eu beaucoup de mal, mais c'est les vidéastes qui m'ont poussé qui m'ont dit t'es trop bête, fais une page Tipeee. Mais trop bête. Bah j'étais trop bête. Bah, c'est pas très sympa. Je l'ai fait. C'est pas très sympa de leur part. Je l'ai fait, mais le problème c'est que c'est ce que me disait Charlie au déjeuner. Elle me dit mais tu le mets pas en avant. J'étais ah bah non parce que quand même. Voilà, je le fais, mais vraiment faut que personne soit au courant parce que des fois tu donnes. J'ai très peu de choses dessus, mais ça me permet d'acheter le disque dur à chaque fois là, sur la session de tournage, donc je suis très contente. Ça se met bien. On sait que ça fait 200 balles. Non, j'achète des disques durs à 140 €. Donc ça me fait à peu près ça. J'achète un disque dur voilà, pour les sessions de tournage grâce à Tipeee. Et ce qui est déjà très cool parce que ça m'enlève ça au moins de charges à payer, quoi. Du coup, toi, Charlie, pas de partenariat, placement produit, etc. J'ai jamais fait de partenariat. Parce qu'on t'a jamais proposé ou parce que alors, si, on m'a proposé. Alors là, je suis en train de dire que j'ai jamais fait. Je vais en avoir un qui va arriver. C'est juste que j'avais jamais eu de partenariat qui pouvait m'intéresser. J'ai refusé genre un nombre absolument colossal de partenariats parce que c'était pas quelque chose c'était pas dans ma ligne éditoriale. Là, par exemple, le premier partenariat que je vais faire, c'est pour l'INRAP, l'Institut national d'archéologie préventive, et c'est pour les Journées nationales de l'archéologie. Donc ça va, c'est pas pour Fanta ou Coca-Cola, tu vois. Donc c'est pas un truc où j'ai l'impression. Qui n'est pas honteux. Ou Samsung. La bagarre approche au fur et à mesure. Non, mais c'est super intéressant parce qu'en vrai, les partenariats et les placements produits, c'est un truc, c'est une espèce d'hydre de lerne. Les gens, tu dis ça, tu as l'impression que tu vas tuer leur mère. Mais quand je dis. En vrai, il y a deux façons de le faire intelligemment. Il y a d'abord faire quelque chose qui est en cohérence avec ton contenu, et deux, le faire en toute transparence. Ouais. Mais j'ai rien contre Fanta ou Coca-Cola, c'est juste que moi, je pouvais pas le caler dans mon. Non, mais vraiment, je pouvais pas le caler dans mon émission. Enfin, c'est pas quelque chose que tu peux faire dans ce genre de format-là. Donc, fallait trouver quelque chose qui soit un peu en rapport pour pas que ça fasse trop bizarre, tu sais, genre. Et donc, c'est en 1592 que l'application est sortie sur notre téléphone. C'est un peu bizarre. Chelou. Ouais. Cyprien, toi, pas tout ça, je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse pas trop. Alors, non, moi je collabore très régulièrement avec des marques. Après, ça se choisit, ça se travaille, parce que déjà, tu le dis, tu as reçu plein de demandes. Moi aussi, j'ai reçu plein de trucs. Ah bon ? Étonnant. Pour des pneus, pour des. Enfin, comment veux-tu t'intégrer là-dedans, tu vois ? Donc tu fais aussi ce travail-là de tri quand même. Oui, enfin, en vrai, je vais pas vous mentir, je dis non à tout. Et ensuite, quand vraiment j'ai besoin de gros financements pour des courts-métrages, ce genre de choses, Lunaire, par exemple, mon dernier court-métrage a coûté plus de 80 000 €. Ma prochaine vidéo, qui sortira le mois prochain, pareil, a coûté beaucoup d'argent. Bon, à un moment, avec les revenus de YouTube et tout, on s'y retrouve pas. Donc c'est là où je me dis non mais les marques c'est pas mal quand même. Ouais. C'est là où je me dis oh mais Fanta, il y a moyen de. Oui mais vous deux vous faites partie d'un network aussi, c'est très différent, peut-être faut expliquer parce que Charlie t'as pas de network. Ah oui non mais oui exactement. Moi c'est pas moi qui j'ai jamais échangé réellement avec ces interlocuteurs. En fait on a des commerciaux qui t'aident à travailler ça. Bien sûr ils prennent un pourcentage de comment dire du deal etc. Et après ça se fait donc ça ils nous aident effectivement et après ça doit se faire un petit peu intelligemment. Moi par exemple pour financer en partie on va dire un court-métrage, je vais intégrer la marque plutôt dans le making-of. Par exemple, sur mes courts-métrages, là, sur Lunaire, il y a une prise d'otage, etc. Il n'y a aucune marque qui a dit « ouais, carrément, je veux être dedans ». Donc, je me suis dit « bon, c'est pas grave, nous, dans le making-of, on veut bien être supporté par cette marque ». Donc, par exemple, les là, armes à sur feu, Lunaire, c'est marque d'armes à feu, très clairement. D'armes à feu. Non, mais Fanta, et du coup, aujourd'hui, peut-être pour vous, ça fait genre les marques, c'est pas bien, ça dénature tout ça et tout. Moi, c'est des billboards, des trucs comme ça. Et vraiment, quand je repense à des partenaires comme Fanta qui me suivent depuis plusieurs années, ou même Samsung depuis l'année dernière et tout, pour moi, c'est vraiment très libérateur en tant que créateur parce qu'ils m'aident à. Bon, il faut trouver un terrain d'entente et tout. Et puis moi, c'est des marques que je connais. Que je côtoie. Enfin, c'est pas un truc où je. Voilà. Du coup, en fait, quand on parle de placement de produits, dans ma tête, je suis ah ouais, carrément, moi, ça m'aide à faire des trucs. Enfin, j'imagine, c'est pas du tout diabolisant. Faut pas diaboliser la chose. Mais après, bon, on est tous différents. J'imagine qu'il y a des gens qui disent non, mais moi, jamais, je baptiserai. Il y a rien de mal du moment que ça dénature pas ton contenu, tu vois. Tu vas pas, du moment que tu vas pas changer ton écriture ou changer ta façon de travailler juste pour pouvoir inclure quelque chose qui n'était pas forcément dans ta ligne édito à la base. Ouais, c'est ça. Après, il y en a certains qui s'en foutent et qui disent non, mais regardez, cette application de rencontre très intéressante et paf, ils passent à la suite, ils prennent le chèque. Ouais.
Je pense aux stars de télé-réalité qui font des placements de produits les plus improbables du monde sur Snapchat ou quoi. C'est bonbon. J'ai vu un mec qui parlait de bonbons, un mec de télé-réalité là, qui sortait des Marseillais. Moi, avec ces bonbons trouvables dans tous les Lidl, je sais pas quoi. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé quoi. On a le droit d'être exigeant aussi sur la manière de collaborer avec eux. Mais en tout cas, de mon point de vue, moi, c'est vraiment très libérateur. Sans eux, malheureusement, je pourrais pas faire ce qui me plaît. Je devrais faire des vidéos plus avec un peu moins d'ambition, j'ai envie de dire. Déjà c'est peut-être pas mal de préciser qu'il y a vraiment beaucoup de façons de travailler avec les marques et que typiquement un partenariat et un placement de produit, c'est pas la même chose. Peut-être tu peux expliquer la différence entre les deux. Tu ne sais pas? Je sais pas. Non, mais en fait, un produit qu'on voit dans un truc, etc., ça se fait presque plus. Hein, franchement, c'est assez dur. Ça se fait encore un peu. Ça se fait encore un peu. Bon, bref. Un truc qui apparaît, voilà, et l'annonceur peut dire, bah tiens, j'ai envie qu'on voit, je sais pas moi, un truc posé sur quelque part. Mais en vrai, sur YouTube, comme c'est des personnalités qui sont mises en avant, plutôt que les gens sont attachés aux personnalités. Du coup, quand, je sais pas moi, McFly et Carlito disent, ah bah tiens, celui qui perd et on achète un truc sur ses discounts, il y a un truc vraiment. Quoi? C'est un partenariat? Oui, c'est un partenariat. Et ils ont pris 100 € comme toi, hein, t'inquiète pas. Mais non, mais enfin, bon, voilà. Tu expliqueras mieux la différence que moi, visiblement. Non, c'était très clair. Ça me paraît très, très bien. Non, mais là, en fait, la différence entre un placement produit et un partenariat, c'est que le placement produit concerne le produit, c'est-à-dire tu dois montrer la canette de Fanta dans ta vidéo. Le partenariat, c'est Fanta qui sponsorise ta vidéo et qui donne de l'argent pour voilà. Mais c'est la même chose que en vrai. C'est des choses qui existent depuis des années à la télé, au cinéma, sans que ça pose de problème à qui que ce soit. C'est-à-dire que vous avez vu World War Z ici dans la salle? Ouais. Vous avez aimé cette scène où tu as Brad Pitt qui, à la fin, vraiment, il y a tous les zombies et il est là face à un truc de Pepsi. Ah, j'ai vraiment soif. Vraiment, il y a tous les zombies qui vont le tuer, quoi. J'ai vraiment soif à ce moment. Et il prend du Pepsi. Ils ont été payés pour cette scène-là. Voilà. Spoil. Désolé. Mais voilà, mais entre ça et tous les trucs qu'il y a avant les émissions de télé, alors j'imagine qu'évidemment vous regardez pas la télé, mais le truc c'est telle émission vous est offerte par Paco Rabanne ou par machin, etc. Ça c'est du sponsoring, c'est du partenariat, ça existe partout. Pour des trucs qu'en plus vous payez, c'est-à-dire que vous allez au cinéma, vous payez votre billet de cinéma et en plus vous tapez les placements produits Pepsi. C'est pareil chez nous, sauf qu'en plus nous vous payez pas. Oh. Eh ben, je vais continuer à regarder des vidéos sur YouTube. Tu m'as convaincu. Avant de passer aux questions, peut-être dernier petit tour pour voir. On en a déjà pas mal parlé. Je pense que les gens comprennent, mais en gros aujourd'hui, la principale difficulté dans votre activité de vidéaste, c'est quoi? Attention, parce que là, je vais rentrer sur mon cheval de bataille. C'est que c'est très compliqué d'émerger quand on est une femme sur YouTube. C'est très compliqué pour plein de facteurs qui s'accumulent, mais le fait est que pour une très grosse vidéaste ou une très grosse youtubeuse, le même ratio en fait d'abonnés est 3 fois supérieur chez un garçon. Je n'ai pas toutes les explications pour. Je suis pas sûr d'avoir compris. Par exemple, Charlie, t'as quoi, 200 000 abonnés, 400 000 abonnés? 300 000. 300 000 abonnés. T'étais 200 000, 400 000. Voilà, t'as 300 000 abonnés. Ouais. On peut considérer à peu près que, souvent, un mec qui ferait le même sujet, en fait, aurait tout de suite, aurait 600 000 abonnés. Donc c'est beaucoup plus. C'est difficile de dire que c'est facile d'émerger pour un mec parce que c'est pas vrai, mais c'est plus compliqué. Disons qu'effectivement, voilà, moi sur ma chaîne, comme je disais tout à l'heure, on va proposer derrière Squeezie ou McFly et Carlito, on va proposer des chaînes masculines avec des thèmes totalement différents, qui sont déjà des choses qui marchent bien. Donc l'ascenseur ne se renvoie jamais. On pourrait tout à fait, en sortant d'une de mes vidéos, proposer les revues du monde de Charlie ou la chaîne C'est une autre histoire de Manon Bril ou voilà. Mais sauf qu'elles ne sont jamais proposées par l'algorithme. Et inversement, quand on sort des chaînes de ces femmes-là, de ces youtubeuses qui sont déjà qui ont des énormes communautés, on ne propose pas non plus d'autres chaînes qui sur les mêmes thèmes ou faites par des femmes. Donc c'est compliqué d'émerger. Avoir 10 000 abonnés quand on est une femme, c'est très compliqué. Avoir 50 000, c'est l'Everest.
Et 100 000, on considère qu'à 100 000 abonnés, une youtubeuse est une star de YouTube. Voilà, à partir de 100 000 abonnés. Donc c'est vraiment dire le gap. Confondu. Tout sujet confondu. C'est-à-dire qu'à partir de 100 000, et moi qui suis souvent chez YouTube et qui parle beaucoup avec eux, ils me disent « Ah mais le jour où tu as 100 000 abonnés, c'est la fête ». Et alors que pour un mec, 100 000 abonnés, c'est bon, bah c'est un YouTuber qui marchouille. Voilà, il y en a beaucoup. Donc déjà, pour moi, la plus grosse difficulté, c'est ça, c'est d'essayer de sortir du lot, de se faire voir, d'être relayé par les gens, parce que j'ai beau avoir tourné pour tout l'internet français, c'est quand même, il y a quand même souvent une bromance entre les mecs qui se relayent, ah mec, j'en mets un. Et c'est très compliqué de se faire relayer, c'est-à-dire que je pense que c'est un peu ancré dans un truc un peu logique où je pense que c'est absolument inconscient, les gens ne s'en rendent absolument pas compte, mais ils disent tous c'est chambé, c'est super, continue, mais ils vont jamais te mettre en avant. Et donc forcément, en fait, ça reste dans une espèce de... Il y a une énorme dynamique entre les vidéastes hommes et qui marche super bien. Et en plus, c'est très plaisant à voir parce que c'est très plaisant, je trouve, de voir l'amitié qui peut se créer entre vidéastes mecs. Mais on est vraiment exclus et du coup, en fait... on part avec la vague de l'algorithme, de tout ça. On est en fait balayé, on est dans le ressac. C'est beau, cette métaphore de la mer. J'ai besoin de vacances. Donc, je suis une femme, donc je témoigne. Non, mais c'est un vrai... c'est ce que tu dis, c'est la vérité vraie. Quoi. Les mecs traînent entre mecs et tout. Quand ils intègrent une fille, c'est un effort. Tu vois. Et ils se disent mais attends, on va faire des vidéos marrantes, on reste entre potes, tu vois. J'en parle beaucoup moi avec des créateurs autour de moi qui font des vidéos toutes les semaines avec des guests, des trucs, et puis très souvent c'est entre gars et tout. Et moi je dis mais pourquoi pas une fille, etc., etc. Ils me disent ouais pourquoi pas. Et puis ensuite tu dis l'exemple, un tel aurait pu être un tel. Ah ouais c'est vrai qu'elle est cool. Elle. C'est un vrai effort. En tout cas moi de mon point de vue de créateur. Pas féminin, j'essaie de mettre des personnages féminins, des comédiennes. Quand je fais des courts-métrages, c'est pas que des hommes qui font des trucs, etc. Dans ma série audio, c'est un personnage féminin qui est un personnage principal. Je suis d'accord que c'est un vrai sujet. Les filles, elles sont vraiment sous-représentées. La chance n'est pas réellement laissée. Une fille qui a plus de 100 000 abonnés, mais c'est la fête. C'est tout à fait raison. Ouais, c'est une star. Donc, surtout quand sur des thématiques, sur des trucs où tu vois plus ou moins, pas le même contenu, mais tu vois des trucs qui sont comparables, et tu vois les mecs ont toujours plus, c'est sûr. Oui, parce que, alors pour le coup, moi je parle pas que de moi, parce que je suis bien lucide sur le fait que je fais un truc un peu de niche, un peu culturel, un peu machin, qui n'est pas le truc, je ne ferai pas le buzz, clairement. Mais du coup, même je vois en fait, du coup, j'ai un peu recherché, parce que je me suis un peu posé la question, à un moment donné, il y avait toute une mode des vidéastes qui faisaient mes chaînes YouTube préférées. Et donc, ils mettaient en avant. Et j'ai vu 2-3 vidéastes comme ça. Alors, bon, ils sont très ciblés, évidemment, mais qui mettaient leurs 10 chaînes. Et c'était 10 chaînes de mecs. Ouais. Mais ça ne choque personne. Ça ne pose aucune question. Et du coup, bon, j'avais émis l'idée, j'avais appelé des vidéastes un peu connus en leur disant ça vous dit pas de faire la même chose, mais avec. Tu veux dire genre un duo un duo. J'aurais dit ça vous dit pas de faire la même chose, c'est-à-dire mes 10 chaînes préférées, et c'est que des chaînes de meufs, mais vous ne le dites pas, vous ne le soulignez pas, c'est que ça devienne normal en fait, que YouTube ressemble un tout petit peu plus à la société, parce qu'aujourd'hui YouTube ressemble à une espèce de monde où il n'y aurait que des hommes, et vraiment vous ne pourrez pas vous reproduire entre eux. C'est moitié-moitié en vrai. Ouais, mais enfin je veux dire dans le contenu, non pas dans les spectateurs. Oui, c'était pour compléter ce que je disais. Mais voilà, donc bon, du coup effectivement j'ai une petite anecdote sur ça. J'ai un ami à moi qui a fait une vidéo, il dit on joue à un jeu rageant avec 10 youtubeurs, c'était que des hommes, et je lui dis sorry bro but I'm shocked. Ça veut dire désolé frère, je suis choqué. Et je lui dis mais c'est comment est-ce possible quoi. Ah ouais, bon bref, et après voilà, il a fait la même chose avec que des filles. Donc il l'a fait. Et c'est là où la communauté est comment dire, très reconnaissante. Dans les commentaires, c'était t'as fait une partouze avec les meufs, et c'était un espace horrible. Ouais, mais ça à la limite. Il a en tout cas, il a persisté, il a dit. Il y aura sûrement plus ces commentaires-là quand ça sera récurrent, ça sera normal, et ça sera. Voilà, et surtout des nanas qui font de l'humour, parce que c'est souvent, les collaborations sont quand même très souvent dans l'humour. Il y en a plein, il y en a des filles formidables, et du coup quand j'avais proposé à ces vidéastes-là d'essayer de faire cette vidéo, ils m'avaient dit ok génial, chambé, mais nous on n'en connaît pas, fais-nous une petite liste. Alors sachez qu'il existe un moteur de recherche qui s'appelle l'Internet Explorer Internet de TE,
Internet de TES, Internet Explorer, où en fait, selon n'importe quelle thématique, vous pouvez trouver des femmes qui font du contenu là-dessus, que ce soit du sport, du gaming, de la beauté, de l'histoire, de l'humour, de tout. Et donc du coup, j'ai moi-même été chercher des chaînes là-dessus. J'ai trouvé des chaînes mais fabuleuses, mais des nanas, mais d'un talent mais incroyable, mais qui ont 200 abonnés. Ouais. Du coup, voilà, j'ai présenté. Bon, finalement, cette vidéo ne s'est pas faite. Bon, mais voilà. Mais le fait est que moi, du coup, alors, si je peux donner un conseil, tiens, voilà, parce qu'on se dit, bon, maintenant que j'ai fait ce constat un peu nul, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je sais que je suis pas une très grosse consommatrice de vidéos YouTube. Par contre, dès que j'y vais et dès que c'est du contenu de femmes, en fait, je like, je mets un commentaire, je mets toujours quelque chose de positif pour encourager. Et même si je trouve ça moyen ou médiocre, je fais l'effort en fait de dire bravo, continue, c'est chouette, pour qu'en fait elles se sentent en confiance pour continuer, pour essayer de se développer, pour essayer de ne pas s'arrêter. Tu as tout à fait raison et on vous ordonne de faire la même chose. Immédiatement, c'est-à-dire sortez vos smartphones, faites-le tout de suite. Charlie, t'as pas le droit de tricher évidemment. Tout comme Aude. Aude après non et non. Une autre. Principale difficulté. Ouais. Je dirais faire un travail qui n'est pas le mien à la base. Moi, j'ai une formation en archéologie, donc je suis pas du tout faite pour tout ce qui est milieu vidéo, etc. Et tout ce qui est, par exemple, pré-prod, quand tu commences à avoir des projets un peu ambitieux et que tu commences à vraiment t'épanouir là-dedans, tu dois tout apprendre comme si c'était ton métier. Et pour moi, c'est ma plus grande difficulté, c'est que tu dois avoir toutes les casquettes. Tu sais, genre t'alternes, ok, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. C'est beaucoup d'organisation que je n'ai pas forcément. Ça te plaît ? Ah, ça me plaît vraiment énormément. Je suis hyper épanouie quand tu as vraiment un truc hyper créatif que tu as envie de mettre en place et tu réfléchis comment en même temps tu apprends et tout. C'est passionnant. Mais ça demande un effort qui est un investissement vraiment important, émotionnellement et professionnellement, même de façon monétaire, hein, parce que faire des tournages, ça coûte de l'argent. Donc, je dirais ma plus grosse difficulté à l'heure actuelle, c'est vraiment essayer de se professionnaliser dans quelque chose pour continuer et avancer, quoi. Ouais, c'est parce que c'est ton boulot en termes, éditorialement, t'as l'expertise, mais techniquement, c'est pas un truc. Ouais, concrètement, je savais pas faire. Normalement, c'est pas la même personne qui fait tout. J'ai monté sur Corel Video Studio Pro X7 jusqu'à il y a une semaine. Tu viens de l'inventer. Non, je te jure, ça existe vraiment. C'est un peu comme Windows Movie Maker. Ah oui, dans le nom, on s'en doutait que c'était pas ouf. Hein. Et toi, Julien, c'est quoi ta plus grosse difficulté aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est que j'ai un peu mal à la gorge. Ouais, t'as aucune difficulté, le mec est blindé, tout marche. Non, ma principale difficulté aujourd'hui, moi, c'est de payer mon loyer. Voilà, j'ai touché 300 € le mois dernier d'AdSense YouTube. Julien, en vrai, il faut y aller. Non, mais en vrai, moi, pour le coup, ça fait 2 ans que ma chaîne existe. Et là, je fais pleurer dans les chaumières. En vrai, c'est pas complètement vrai. Ça fait 2 ans qu'elle existe, ça fait 3 mois que j'en vis. C'est-à-dire, ça fait 3 mois que je peux payer tous les mois mon loyer avec l'argent. T'étais sur tes ressources d'avant. Avant, j'étais sur Pôle emploi et sur mon petit matelas d'économie personnelle. Donc, j'ai vraiment mis 1 an et demi, alors que ça a démarré assez vite pour moi en termes d'audience et de nombre de vues, d'abonnés, etc. J'ai vraiment mis 1 an et demi avant de faire des revenus suffisants pour dire oui, c'est mon métier, dans la mesure où j'en vis et j'ai pas besoin d'aller gagner d'argent à côté. Donc on va dire que c'est ça quand même. Et il y a un truc je repense au début d'Internet, dès qu'il y avait la monétisation qui est arrivée, etc. Il y a quelques personnes, on était très, très peu nombreux, mais on a pu en vivre. Et aujourd'hui, il y en a toujours qui arrivent à en vivre, qui font des millions de vues et tout, plein de trucs, mais c'est vrai que c'est hyper précaire. Moi, j'ai de la chance, j'ai des millions d'abonnés, donc j'arrive à en vivre et tout ça, et tout va bien. Mais j'ai plein de potes qui sont créateurs et qui galèrent. C'est pour ça que quand je vois le CNC, quand je vois la communauté via des dons, des trucs comme ça, c'est une bénédiction en fait. Les gens sont tellement sympas de donner. Le CNC, c'est incroyable ce qui se passe. Ils offrent des aides et tout. Les gens sont obligés de trouver des solutions, quoi. Et du coup, c'est bien quand les chemins se croisent et se disent moi je te suis, j'adore tes vidéos, je veux bien te donner un petit peu d'argent. Ou alors le CNC, qui est une énorme institution du cinéma, elle se dit non, mais on a des créateurs formidables au cinéma, mais il y en a qui sont formidables aussi sur Internet. Est-ce qu'on ne créerait pas un truc, on leur donnerait pas de l'argent de notre cagnotte pour aider cette création-là? Donc voilà, j'ai l'impression qu'effectivement les solutions aujourd'hui ne viennent pas de YouTube.
Non. C'est des questions qui viennent du CNC, des internautes et tout ça. Peut-être que ça va arriver de leur part, je ne sais pas, mais eux, en tout cas, ils sont obligés de faire des profits, ils sont obligés de trucs. Donc à un moment, je pense qu'ils ont trouvé un petit peu où est-ce qu'ils existent là-dedans et dans ce système. Nous, en tant que créateurs, si on veut être indépendant, parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est une opportunité. Ce qu'on fait, il faut trouver des solutions. Ça peut prendre du temps, ça peut être décourageant, ça peut être ce truc-là de... Moi, j'avais reçu des mails incroyables de gens qui me disaient « Ah, j'ai envie de changer d'ordinateur. Du coup, je vais peut-être lancer une chaîne YouTube pour gagner de l'argent. » Ne le fais pas, ne le fais vraiment. Vas-y, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne démarche. Et puis, ton ordinateur, tu vas l'attendre. Non, mais moi, ce que je trouve quand même extraordinaire, si je peux avoir un message un tout petit peu positif, ce que j'en ressors quand même, c'est que entre toi, Cyprien, qui est passé de format seul à d'un coup des tournages avec des partenaires, avec des équipes, je veux dire, tu as appris un autre métier en plus de ta connaissance de départ, en tout cas de tes compétences. De base, donc, non, mais ta compétence de départ d'être capable de se mettre soi face à une caméra, ce qui est déjà très compliqué. Charlie, d'apprendre la pré-prod. Je veux dire, moi, je me suis mise au montage. J'ai l'impression aussi qu'on fait 8 métiers en un, qu'on n'est pas que des petits branleurs face à cam en manque de reconnaissance et d'ego. C'est la partie que je préfère, d'être évidemment, être un peu touche à tout aujourd'hui. Tu gères un projet vraiment de A à Z. C'est-à-dire que tu as le contrôle sur demain, si je vois que t'as pas, entre guillemets, t'es pas dépendant à quelqu'un pour faire le montage, pour quelque chose. Tu gères ton bébé, entre guillemets, tu le fais passer par toutes les phases. Mais du coup, je trouve que ce qui manque aujourd'hui, c'est cette espèce de pont de respect et de crédibilité qu'on a du mal à trouver dans les autres médias. C'est-à-dire que le cinéma nous regarde de haut, ou la télé a encore beaucoup de mal, etc. Alors qu'on est des gens qui, à notre échelle, en fait, sommes beaucoup plus compétents que la même personne il y a 20 ans qui se lançait juste en télé, en fait. Donc, je pense que c'est des valeurs ajoutées de gens qui font tous les métiers. Oui, il y a plein de gens des autres médias il y en a plein qui reconnaissent ce qu'on sait faire. En vrai, c'est des choses qui sont en train d'évoluer parce que t'as de fait, tu as des ponts qui se créent. C'est-à-dire que tu as quand même de plus en plus de techniciens qui travaillent à la fois pour le web et pour la télé ou pour le ciné. Et du coup, c'est des gens qui savent comment ça se passe dans chacun des univers et où sont les compétences, etc. Je pense que ça bouge. J'ai des pros qui étaient vraiment hyper tendres avec notre profession. Ils disaient franchement, c'est trop bien ce que vous faites et tout. Ils comprennent qu'il y a de la galère et tout, mais ils se disent mais c'est tellement génial de tout créer. On est un peu en train de faire salon de thé. Je vous propose qu'on passe aux questions du public. S'il y en a, alors, il y en a plein. Oui, en fait, on va pas faire l'arbitraire. Donnez à qui vous voulez. L'arbitraire. Bonjour. Salut. Salut. Ça fait tout bizarre, forcément, de voir Cyprien comme ça, parce que j'ai l'impression qu'on a grandi on va se barrer avec du coup. Je connais aussi les autres, mais ce que je veux dire, c'est que je réfléchissais, je pense que ça fait 8 ans que je regarde tes vidéos, donc il y a une espèce de connivence, en fait. C'est assez curieux. Du coup, je te remercie. Aussi, dans tes vidéos, on apprend souvent des choses quand même, les vidéos de voyage, par exemple. En fait, je me demandais quel rapport, justement, on a avec tout ce qui est sa vie privée, quand justement, on fait des vidéos en plus sur soi. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez en tant que créateur et est-ce que vous êtes donc en plus face caméra et est-ce que dans cette poubelle qui est Internet, c'est pas parfois... c'est comme toutes les maisons, il y a une poubelle, mais tu peux pas résumer... Non, mais justement, est-ce que... C'est pot pourri, tu voulais dire. Ouais, merci, c'est le bon terme. Comment vous réagissez quand on a des millions d'abonnés aussi, j'imagine. Alors, la vie privée... sur Internet, il y en a qui s'en servent pour en créer du contenu, voilà, qui font des vlogs où ils montrent un peu toute leur vie et tout. Ça peut marcher. Moi, c'est l'inverse de ça. Tout ce que je décris, soit je m'inspire de faits réels et tout. J'ai fait une vidéo sur, je sais pas moi, quand je suis allé au Japon, je racontais ce que j'avais vu, ou le mariage homosexuel, c'est ma cousine qui s'est mariée avec sa femme et tout. Donc je me pars d'un truc qui est vrai, mais ensuite je fais attention de raconter que ce que j'ai envie de raconter et pas spécialement du privé, mais plus de l'anecdote ou du ressenti. Et moi, en tout cas, je fais vraiment gaffe à protéger ma vie privée. Voilà, je parle assez peu de mon cercle proche familial ou amical et tout, parce que
les internautes sont très curieux, et donc quand tu leur montres ça, ils veulent tout. Donc, en tout cas, moi, je fais assez gaffe à ça. Mais après, je vois d'autres gens qui sont très épanouis en montrant absolument tout. Regardez, c'est mon chien, regardez, c'est mon truc. Voilà. Et vous, votre vie privée, comment vous... Moi, j'en ai pas. T'en as pas. Ça règle le problème. Non, pareil, je fais assez attention. Je donne ce que je veux donner et j'essaie d'avoir un œil assez averti sur la chose, à savoir, je me dis, bon, tout ce que je peux potentiellement montrer sur Internet, c'est des choses qui ne m'appartiennent plus, entre guillemets, tu vois. Donc, je mets un petit peu de recul là-dessus. Mais en même temps, c'est un peu compliqué, parce que comme tu l'as dit plusieurs fois, les gens s'attachent à une personnalité, et quand tu crées un peu de distance, justement, en essayant de pas trop de donner de toi, pour éviter de créer des trucs un peu ambigus et tout, bah, du coup, tu crées pas forcément une complicité avec ton public, tu vois. Moi, je suis très à l'aise avec l'idée de ce que vous connaissez de moi, c'est ce que j'ai bien voulu vous raconter, voire imaginer. Et voilà. C'est la même chose. Je pense que de toute façon, c'est valable pour tout le monde. Ce que les gens voient, c'est ce que tu as bien voulu leur montrer. La différence, c'est où est-ce que tu mets le curseur. Et je crois que. Après, tu peux être enfermé dans ce truc de ma vie privée, ça devient mon métier. Si c'est ça. Je suis obligé de vloguer tous les jours, de montrer ma famille, etc. Regardez, c'est mon beau-père, mon beau truc. Quand t'es séparé, bon, bah, le beau-père est plus là. Tu vois, il y a un truc de. Voilà, mais t'as les réseaux sociaux aussi. Là-dedans aussi ouais. Même si tu fais pas ton contenu sur ta vie, t'as aussi ce que tu balances sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vrai que c'est à chacun de trouver son curseur. Et puis il y a les trucs que tu gères pas aussi. Moi. Ta vie privée, c'est aussi des fois, tu te balades dans la rue et on vient te voir pour te parler alors que t'as la gueule de bois ou que t'es en train de... Tu veux nous en parler? Non. Laisse-moi tranquille. Non, mais voilà, tu sais qu'à partir du moment où tu te mets en scène et où tu deviens à plus ou moins grande échelle une personnalité publique, c'est-à-dire où ton image est connue, tu sais que tu sacrifies une partie de ta vie privée, mais moi, à titre perso. Est-ce que dans la rue, les gens t'appellent dans ton corps? Oui. Voilà. Alors, il y a vraiment eu deux phases. Il y a eu la phase où dans la rue, les gens m'appelaient Adrien Méniel. Ah oui. Puis dans ton corps. Ouais. Et puis le moment où ils ont commencé à sonner à mon interphone, c'était moins agréable. Voilà. Moi, j'ai failli changer mon état civil, parce que moi, je m'appelle vraiment globalement Palmacho. Palmacho. Dans la rue, je m'appelle Palmacho. C'est-à-dire, en plus, ça te représente exactement. C'est toi, Palmacho. Quand on pense Palmacho. Je suis un mix de... Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Où es-tu? C'est celle qui veut faire une chaîne sur elle. Oui, ça, hein? parce que... Très bien. Comment t'appelles-tu? Isia. Isia. Je choisis pas son prénom. Je témoigne. Pareil. Du coup, ma question c'était, oui, en fait, des fois je suis toute seule dans ma chambre et je fais des vidéos parce que ça m'amuse et je n'en ai jamais posté parce qu'en fait, je me dis, j'ai un peu peur, je regarde justement des gens que je connais mais qui sont pas forcément mes amis parce que, évidemment, une vidéo, ça peut pas plaire à tout le monde et du coup, à chaque fois, je me dis, mais en soi, j'ai peur de paraître ridicule aux yeux de certaines personnes. Et en vrai, on s'en fout du regard des autres, mais des fois, ça... Alors, voilà. Petite question, est-ce que tu as peur des réactions de gens que tu ne connais pas, que tu ne fréquentes pas? Ah non, eux, je m'en fous. C'est juste, par exemple, les gens de mon collège que je côtoie, mais qui sont pas forcément mes amis. Oui, c'est ça. C'est ni les parfaits inconnus, ni tes amis, c'est les gens au milieu. C'est-à-dire les gens que tu côtoies tous les jours, mais avec qui tu n'as pas de lien vraiment. Parce que mes amis, et je m'en fous. Il y a des choses dont potentiellement tu pourrais avoir honte ou qui pourraient être... Montre-nous une vidéo, on te dira si c'est là. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est juste une peur un peu irrationnelle, une espèce de trac, ou est-ce que vraiment il y a des trucs où tu te dis là je vais me faire tailler si je dis ça? Non, c'est vraiment un truc parce qu'en fait, j'ai une amie dont le rêve a toujours été de faire des vidéos sur YouTube. Elle avait ouvert une chaîne et elle s'était fait... il y a beaucoup de gens dans son collège qui disaient c'est la honte de faire des vidéos sur YouTube, machin, bref. Et du coup, j'avais un peu peur qu'il m'arrive la même chose. Mais alors, c'est un problème aussi avec l'âge. Oui, parce que tu es dans un collège, donc vous êtes un peu immature, on va pas se mentir. Ah oui, beaucoup. À part toi, mais les autres... je suis mature. Non, mais les jeunes, parfois, ils peuvent dire franchement des conneries ou des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je n'incite pas forcément tous les jeunes
à se lancer. Il y a un temps pour tout. Après, je dis ça, je me suis lancé, j'avais 17-18 ans, donc je commençais à être un adulte. 17-18 ans, tu peux un petit peu plus encaisser. Là, si tu sens que imagine, on prend le pire des cas, si tu sens que si tes camarades de classe viennent et se moquent de toi, si tu sens que c'est quelque chose qui peut te faire du mal, qui peut t'affecter et te rendre malheureuse, pose-toi la question, est-ce que j'ai envie de prendre ce risque-là? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que j'attende un petit peu, qu'éventuellement ça se décante? Et puis tu sais, au lycée, les gens sont déjà un petit peu plus, moins dans le jugement. Et ouais. À l'inverse, je trouve que si ton rendu final, si à la fin, quand tu as ta vidéo, toi, tu penses que tu la trouves bien, qu'à tous les endroits, c'est exactement qui tu es, ce que tu veux dire et ce que tu veux faire, et que tu es parfaitement en accord avec tout ce que tu as dit et fait dans cette vidéo, moi j'ai la sensation qu'en fait tu peux amener beaucoup de gens bienveillants aussi par ailleurs. En fait, pour 3 haters, tu peux aussi avoir 10 personnes qui vont faire c'est super Isia, ça te ressemble, c'est chouette, c'est rigolo, c'est intéressant. Enfin, j'ai l'impression que la sincérité amène aussi de la bienveillance. C'est une ado, petite, sûre de rien. Mais je sais pas quoi elle parle. Évidemment, si elle fait une vidéo antisémite, et voilà, là c'est un problème. Montre-nous quand même, on va valider. D'ailleurs, on va la projeter d'ailleurs. Alors. Non, mais t'as aussi une feinte, c'est si vraiment t'as peur que ces gens-là tombent dessus. Si tu mets ta vidéo en ligne sur YouTube, mais que par exemple tu la partages pas sur Facebook, etc., il y a que des gens potentiellement que tu connais pas qui vont tomber dessus, et les gens de ton collège, ils vont. Tu la mets en non répertorié, tu l'envoies à des amis. Tu vas pas amis. stalker tous les gens de ta classe pour tu ne connais pas les jeunes, ils font vraiment ça. Moi, je pense que tu peux créer un petit cercle de proches en qui tu as confiance, un petit cercle de proches en qui tu as confiance et qui sont capables de te dire ici c'est pourri. Oui, qui vraiment honnêtement vont te le dire. Ouais, les bons potes. Déjà, teste sur des bons potes. Et achète-toi un taser sinon. Voilà. Une autre question. Bonjour. Salut. Vous devez le voir aussi sur YouTube, l'évolution des revenus devient compliquée entre le fameux dollar jaune, tout ça. Pour certains, ça doit être plus dur que d'autres. Plus tard que ce matin. Ouais. Et il y a aussi les youtubeurs qui se mettent à demander des dons sur Twitch et voilà. Est-ce que vous trouvez que YouTube tire la créativité vers le bas? Et est-ce que vous aimeriez une alternative qui se crée ou des choses comme ça? Parce qu'il y a des réseaux, il y a des gens comme Youdéo qui mettent en avant plus des créatifs, mais voilà. Alors c'est vrai que, et d'ailleurs je peux témoigner, ma dernière vidéo qui s'appelle l'invention du corps humain a été du coup démonétisée. Je sais pas, c'est pas motivé en fait. Faut savoir que oui, le dollar jaune pour les gens qui savent pas, c'est donc quand YouTube décide de ne plus mettre de pub devant tes vidéos parce que ça ne correspond pas aux souhaits des annonceurs de s'associer à ce type de contenu. En gros, c'est quand tu parles de cul. Ah, ok. Voilà. Ou d'Hitler, ça fonctionne aussi avec Hitler. Ou de... non, vraiment. T'as pas eu de problème avec Hitler? J'ai fait très peu de vidéos sur Hitler, personnellement. Sur le cul, un peu plus. Ouais. Okay. Non, mais c'est vrai que du coup, il y a... Après, si c'est que 2 thématiques... Ouais, mais... Non, mais je suis d'accord. Moi, quand j'ai reçu le mail... En fait, ma vidéo est démonétisée. Mes vidéos coûtaient un petit peu d'argent, même si c'est simple. Bon, l'invention du corps humain, c'est une vidéo assez simple. Ça a été tourné en une après-midi, tout ça. On avait juste travaillé un peu sur l'écriture. Je le reconnais. C'est une vidéo un peu plus simple entre 2 courts-métrages. Je suis obligé de faire les trucs. Bref, mais du coup, j'espérais quand même pas trop perdre d'argent là-dessus et tout. Et du coup, quand j'ai vu que ça a été démonétisé par YouTube parce qu'ils estimaient que ça, c'est des nouvelles règles. Ils estimaient que c'était pas en raccord avec les annonceurs. Je me suis dit, mais s'ils font ça sur chacune de mes vidéos parce qu'ils trouvent toujours un petit prétexte, je vais être un peu coincé. Déjà que là, c'est pas ouf, mais là, c'est vraiment... Je suis d'accord, c'est un peu flippant. Ensuite, les alternatives, oui. En fait, pour être franc, si je suis épanoui dans la création et que je peux me permettre de faire des courts-métrages ou des trucs ou des vidéos plus grandes et tout, c'est aussi grâce à YouTube qui m'ont mis dans leur algorithme, etc. La différence de Haute, par exemple, qui n'est pas dedans. Donc du coup, je ne suis pas spécialement reconnaissant, mais je ne veux pas nier cette chance-là qui m'est offerte. Donc en fait, c'est juste, il faut s'adapter parce que c'est eux qui se mettent sur leur plateforme. S'ils décident que tous les dollars verts deviennent jaunes, il faut, nous, en tant que créateurs, trouver peut-être une solution, quelque chose comme ça. On parle d'alternatives. Dailymotion est toujours ouvert. Hein. Oui, c'est vrai. Peut-être pas, on va vérifier quand même, mais ah mince. J'ai pas été vérifié récemment, t'es sûr de ce que t'as dit?
J'y vais tous les jours. J'ai créé ma chaîne hier, ma chaîne Dailymotion, abonnez-vous. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi avec le fameux dollar jaune, c'est qu'au-delà d'être démonétisé, alors dans l'absolu, ça ne veut pas dire que tu as zéro pub. Hein. Ça veut dire que pour tous les annonceurs qui ont dit qu'ils ne voulaient pas être associés au contenu dollar jaune, ouais, c'est beaucoup de monde, mais ça ne veut pas dire zéro pub. Mais surtout, le gros problème, c'est que tu disparais des écrans radars. C'est-à-dire que ta vidéo, elle est plus en tendance, elle est plus en recommandation nulle part, etc. Donc une vidéo avec le dollar jaune, non seulement elle te rapporte pas d'argent, mais en plus, quoi qu'il arrive, elle fait beaucoup moins de vues que les autres parce qu'elle est recommandée nulle part. Elle est plus. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Ma vidéo, elle a été mise en ligne avec le dollar vert, 11e des tendances, pas de souci. Tout d'un coup, je la vois disparaître des tendances. Je vais checker, le dollar était passé en jaune. Et il est repassé en vert après parce que j'ai fait la réclamation. Et là, je suis remonté instantanément dans les tendances. Donc c'est aussi un problème de visibilité. C'est pas que un problème parce que ça, c'est pas pour 92 euros. Non, mais moi, je suis en train de me demander, du coup, en vous écoutant, je fais mais peut-être que j'ai des dollars jaunes, c'est pour ça que j'apparais nulle part. Non, c'est juste que j'apparais nulle part. Je ne pense ça n'a rien à voir avec les dollars. Tes dollars sont verts. Non, mais s'il y a des alternatives, pourquoi pas. Hein, mais nous, en tant que créateurs, on veut toujours pouvoir créer facilement. Et YouTube nous a permis un peu ça. Il y a des trucs qui changent. Ça se trouve, ça va être abandonné. Ça se trouve, c'est encore mieux. Ça se trouve, je sais pas moi, on gagnera beaucoup plus d'argent grâce à YouTube. Ça évolue. C'est juste ça. Il faut être sur le qui-vive. J'aime bien les gens qui disent YouTube, c'est Google et du coup une grande corporation multinationale, c'est le mal, etc. Faut quand même reconnaître que les gens regardent des vidéos dessus et et même des créateurs qui trouvent leur compte. Certains en tout cas. Voilà. Bonjour. Donc, on est à New Images, qui est le festival de la réalité virtuelle, qui est aussi un peu une scène émergente avec des jeunes qui essayent de se mettre dedans. Je voulais savoir un peu, c'est quoi votre vision de youtubeur sur ce médium et est-ce que vous voulez vous impliquer là-dedans aussi? Sur la VR? Exactement. Non. Le geek, si tu veux répondre. Charlie, il a des lunettes aussi. Non. C'est marrant, moi, on m'avait pas demandé. Moi, j'avais un projet de truc, mais c'est pas sorti. C'est vraiment un début de réponse. Hein. Moi, j'avais un projet de truc. Non, mais c'était même pas à moi, c'était pour aider un mec à faire. Donc, Moi, vraiment, j'adorerais. Hein. Mais en fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je vois vraiment pas du tout comment est-ce que j'arriverais à faire du... Enfin, en tout cas, dans l'activité qui est la mienne en ce moment, comment je pourrais transposer ça sur... même ne serait-ce que techniquement. Je fais comment? Ça pourrait être génial, hein, évidemment. Mais je pourrais avoir plein d'idées, mais juste, il faudrait qu'on vienne me chercher, vraiment. C'est un appel, hein, je ne sais pas si tu connais du monde ou je ne sais pas. Ce sera transmis. Ah, très bien, merci beaucoup. S'ils ont de l'argent, c'est encore mieux. C'est vrai qu'on a l'impression que tout de suite, ça implique une technicité, des connaissances et un truc très, très, très compliqué à mettre en place. Enfin, c'est l'image que je m'en fais un peu, de dire si... Un petit peu. En fait, moi, je suis la pire personne pour parler de ça. J'ai fait une vidéo en testant la VR chez Golden Moustache. On dirait que je suis morte donc à t'es l'intérieur. pas la pire personne. Vraiment, ça ne me fait vraiment rien du tout. Mais rien, c'est-à-dire que je fais « Ah, il y a quelqu'un qui m'a sauté dessus pour m'égorger. » Et vraiment, je suis décédée. Encéphalogramme plat. Par contre, effectivement, maintenant que tu dis ça, je fais ah bon, donc on pourrait l'adapter. Donc je l'imagine moi d'un coup rentrer dans des tableaux, aller voir dans des univers, des trucs incroyables, etc. 1 million d'euros, ouais. Voilà. Et d'un coup, je fais oh là là, ça doit être extrêmement compliqué. J'ai vraiment déjà du mal à me filmer sur Instagram. Donc. Alors par exemple les vidéos en 360, ce genre de choses, d'un point de vue créatif, moi qui écris des petites histoires, des petits trucs, parfois, c'est des fausses bonnes idées. Il y a une action qui se passe, on a envie que ça se passe un peu autour. Et quand tu n'as pas regardé le bon truc, c'est le truc que j'aime pas moi sur les vidéos 360, c'est que tu regardes un endroit, et là d'un coup il s'est passé un truc de fou, tu te tournes, tu vois un mec au sol mort et tout, tu te dis mais merde, j'ai loupé quelque chose. À chaque fois, ça me fait ça. Et donc j'imagine, si j'écris une histoire et que les gens ils regardent que 20% de leur écran alors que toute l'action se passe autour d'eux, il y a un truc un peu. Oui, la forme prendrait le pas sur le fond, quoi. Oui. Si ça sert le propos, pourquoi pas. Maintenant, si c'est quelque chose d'un petit peu accessoire pour être dans l'air du temps, ouais. Oh, ça dénonce. Bonjour. C'est juste pour savoir combien gagne précisément Cyprien par mois. Excuse-moi, je suis troublé parce que je ne te vois pas. Oui, il est là-bas. Salut. D'accord, salut. Bonjour. On te voit maintenant. C'est juste pour savoir combien gagne précisément Cyprien par mois. Pire question. Pire question.
Alors, déjà, est-ce que tu considères que gagner de l'argent quand tu fais un métier, c'est mal? Déjà, ça, c'est une première... Parce que c'est souvent ça le truc que j'ai envie de rétorquer. Non, c'est juste pour ça. C'est juste pour savoir. Juste par C'est de la curiosité. Reste tranquille, juste pour ça. Je gagne plus que Aude Tu gagnes et Charlie. plus que nous, Et additionnés, Julia, on peut le dire. Réunis. En fait, c'est ma boîte de production qui gagne de l'argent et ensuite moi je me verse un salaire. Voilà. Et c'est un salaire que tu as mérité. C'est combien? De quoi vivre et me servir de mon salaire. Voilà. Tu ne sauras pas combien exactement. D'accord. Merci. Normalement, c'est les journalistes, mais c'est étonnant, tout le monde veut savoir à la virgule. Voilà. C'est un peu de notre faute parce que nous, comme on a dit, Oui. mais nous, on n'a pas de scrupules parce qu'on gagne peu d'argent. Oui, bonjour. Mais il ne faut pas avoir de scrupules Mais d'ailleurs non, à gagner bien de sûr. l'argent. Mais non. Mais c'est pour faire les misérables. Bon, j'en gagne. Oui. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que YouTube ne participe pas vraiment au contenu, mis à part leur YouTube Rewind, mais même au niveau de la manière dont ils ont de mettre en avant les YouTubeurs, l'onglet tendance, en fait, il délègue tout à l'algorithme. Et chaque fois qu'il y a un YouTuber un peu polémique qui arrive en haut des tendances, il se dédouane un peu en disant « c'est pas nous, c'est l'algorithme », etc. Est-ce que vous pensez que ce serait bien si YouTube participait plus de manière éditoriale au contenu et si oui, comment? Voilà. Ils avaient essayé un peu, hein. Ah bon? Ils avaient créé ce truc qui a duré une semaine de mettre en avant un petit créateur. Oui, Non, mais c'était même pas éditorial là, c'était vraiment. C'était C'était sur le nombre de. En fait, moi je sais pour en avoir parlé avec des gens de YouTube, ils ne veulent absolument pas se mêler de l'éditorial. C'est-à-dire à aucun moment ils veulent donner une espèce de label, genre ça c'est une vidéo cool selon YouTube ou ça c'est du bon contenu selon le YouTube. Ils veulent absolument pas se mêler de tout ça. Donc ça n'arrivera jamais. Après, si la question c'est est-ce que nous on aimerait bien, c'est faux. Me parle pas sur ce ton parce que ça. Je sais qu'elle va partir. Non, c'est faux. Il y a ce qu'ils appellent l'offre YouTube Red, qui est une offre. C'est pas pareil. Non, mais ils se disent quand Rien même. à voir, Cyprien. Regardez. C'est pas encore sorti. Non, mais ils créent. Donc c'est un abonnement. C'est comme Netflix et on a accès à du contenu créé par YouTube, en tout cas commandé par YouTube. Et du coup, ils prennent un point de vue quand même éditorial là-dessus. Oui, parce qu'ils produisent. Ils coproduisent, bien sûr. Mais Là, c'était vraiment sur la partie algo, le côté mettre en avant des contenus qu'eux estiment, donc des contenus d'autres créateurs, qu'eux estiment quali. Ça, je sais qu'ils veulent pas du tout faire ça. Ouais, mais surtout sur quel jugement, ce serait hyper partial. Oui, mais alors sans jugement, alors qu'est-ce qui fait que du coup l'algo t'exclut totalement? Enfin, tu vois, j'ai fait une collaboration avec Bruce. Du coup, quand on a une de mes vidéos, ça propose Bruce. L'inverse n'est pas vrai. Donc, est-ce que quelque part, en fait, ce non-choix n'est-il pas un choix? Vous avez 2 heures. Non, mais attends, mais l'algorithme est calculé sur plein de trucs, et notamment sur ce que tu dis. Hein. C'est ce qui génère du clic va être plus mis en avant et tout. Donc, vraiment, ils se disent sur certaines chaînes, je sais pas comment ça marche exactement l'algorithme, mais non, c'est des choix et c'est vraiment un truc des ingénieurs qui disent non, mais cette thématique, elle est pas bien. Il faut que jamais elle puisse monter en tendance ou dans les vidéos suggérées et tout. Donc, ils font la pluie et le beau temps là-dessus. C'est un choix. Enfin, pour moi, c'est un choix en soi de dire ce qui est le plus vu et le plus qualitatif, donc doit remonter en fait. L'algo fait pas forcément remonter ce qui est le plus vu. C'est le watch time. Des fois, très haut dans les tendances, tu as des vidéos qui ont très peu de vues. Oui, quand je dis vues, en tout cas, qui a même du flux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le nombre de vues sur un temps court, plus le nombre de réactions, c'est-à-dire commentaires, pouces en l'air et pouces en bas. Mais donc c'est un critère, donc quelque part c'est un choix. Ouais, bien sûr, de toute façon, ils peuvent pas se cacher derrière l'algo, parce que derrière l'algo, il y a des gens. Donc il y a des gens qui codent l'algo. Donc c'est pas dire c'est pas moi, c'est l'algo. C'est comme dire c'est pas moi, c'est mon chien. Oui, mais bon, il a chié sur mon paillasson. C'est quand même tiens ton chien, quoi. Bon tiens ton algo. On dira ça. Balance ton algo. C'est comme un chien qui chie sur le paillasson du voisin. Et YouTube va faire. Alors Julien, viens, on va discuter 2 secondes. Les tendances, ça sera. Non, moi, je pense qu'ils ne doivent pas intervenir du tout dans ce truc-là. Après, ils peuvent travailler sur leur algorithme de manière à mettre en avant des créateurs. Enfin, je sais pas. Ou alors proposer des partenariats avec certains créateurs qu'ils ont envie un petit peu de mettre en avant, que ce soit avec Google, des trucs comme ça. Bonjour. Et est-ce que être youtubeur en 2018, c'est devoir se cacher au quotidien, par exemple, si on doit aller au restaurant, c'est devoir s'habiller spécialement ou quoi que ce soit?
Est-ce qu'on a lié spécial? Eh ben, écoute, on était au restaurant ce midi. Et on était très peu cachés. Hein. Ouais. Non, on est tout Non, mais je pense que c'est comme tous les métiers publics. En fait, dès que tu es exposé, tu t'exposes à ce que des gens viennent te voir, mais c'est pas forcément désagréable quand les gens viennent te voir. C'est pas, on n'est pas obligé de se cacher en se disant ah je déteste les gens, je veux vraiment pas qu'ils viennent me parler. Il y en a qui sont comme ça aussi. Oui, mais ça peut être aussi sympathique et on fait aussi ce métier. Enfin, on fait pas ce métier pour ça, mais par contre on sait à quoi on s'expose en tant que personne publique. En fait, tu es obligé de te cacher si tu supportes pas le fait que les gens viennent te voir. Donc soit parce que c'est ta personnalité, t'aimes pas du tout que les gens... J'en connais, hein. Il y en a même un, c'est mon frère. Il déteste qu'on vienne le voir et tout. Et voilà, donc lui, il vit ça assez mal. Moi, à partir du moment où c'est des gens agréables et vraiment 99% du temps, enfin 100% du temps, je suis jamais tombé sur quelqu'un qui soit venu m'insulter ou me faire une remarque désagréable dans la rue. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai aucun problème avec ça. Moi, c'est d'ailleurs Carlito de la chaîne McFly Carlito avait dit. La chaîne éponyme. McFly Carlito avait dit vous pouvez venir me voir, les gens, quand on se croise, pas quand je suis avec mes enfants. Ouais, c'est ça. Je suis un peu d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'est vrai que quand c'est dans un cadre privé. Non, c'est pas mes enfants. Avec ses enfants. Dès que je suis avec ses enfants, ne venez pas me voir. Non, mais quand je suis avec ma famille, etc., ou des amis proches et tout, j'aime bien être plus. Voilà, ça fait un peu bizarre à chaque fois de dire bon, regarde, personnalité publique, je vais faire des photos, ça va les gars, je reviens. Enfin, c'est toujours un peu. Donc voilà, c'est juste ça. Après, le best du best, c'est les gens qui sont polis. C'est le mieux. Oui, voilà. Absolument. Les gens qui Prenez sont pas polis, des photos en cachette. Voilà, ne prenez pas des photos en cachette. Demander une photo, c'est 100 fois mieux que de faire un truc en scred et tout. Moi, le nombre de personnes, je suis dans le métro, n'importe où, et là, je vois le flash qui. Et après, je vois quelqu'un qui fait. Non. Ils jouent mal, ils sont comme ça. Et une fois, je me suis permis de le dire. Donc il y avait un groupe de jeunes dans le métro qui me prenaient en photo en scred et tout. Ils étaient 3-4 comme ça. Et moi, j'étais vraiment là avec mon livre et tout, un peu nul. Et ils me prennent en photo et moi, je leur dis non, mais ça va, vous pouvez demander pour une photo. Oh, la tétanie, quoi. Ils étaient là. Mon Dieu, il nous a vus, on est démasqués. Donc j'ose même plus le dire parce que ça les met très très mal à l'aise. Voilà, la politesse c'est le best quoi. Mais en tout cas j'ai la chance, les gens sont très bienveillants. Donc la politesse et choisissez le moment par pitié. Oui, arrêtez de filmer quand on est ivre en soirée. Non, ou aux toilettes aussi. Juste. Non mais vraiment. Non mais ça m'est déjà arrivé. Oui, à Montreux, au festival Comédie de Montreux, j'étais en train de... Bon, on est entre nous maintenant, on peut se raconter les choses. J'étais en train d'uriner avec Dany Lorus. Donc il était là, moi j'étais là, et il y a un mec qui vient se mettre entre nous. Ah non, la règle de... En plus, Et le mec comme ça, et le mec commence à faire des snaps. On dit, regardez avec qui je suis, on est à Montreux, machin. Et tout. On fait, bah mec, non, non, vraiment là, non. En plus, ça me frustre, j'arrive pas à terminer là. Génial comme anecdote. Je t'ai coupé, pardon, excuse-moi. Non, pour l'anecdote, moi j'avais eu un mec qui était venu me demander une photo et qui m'avait en plus parlé hyper longtemps, alors que j'étais au supermarché, j'étais en train d'acheter des tampons. C'est-à-dire qu'il y avait tous les moments pour venir me voir, le rayon boîte de conserve, tout ça. Non, il a choisi le moment où j'étais en train d'acheter des tampons. Est-ce que c'était un choix, tu crois? Et je pense que ouais, il y avait quelque chose. Moi, pas les tampons, mais oui, je sortais d'un magasin avec vraiment le PQ, la totale et tout. Et c'est simple, j'avais les deux mains prises. Donc si je devais faire une photo, être à la couche, je devais vraiment poser des aliments frais au sol, ce que je voulais pas faire. Et donc, on fait une photo, je fais, mais ouais, il fait non, ça me va, et du coup, je suis là comme ça avec mon PQ dans les mains et tout. Lui, petit snap, et il se dit, ouais, c'est pas mal, je suis beau gosse dessus. Moi, je fais, bon, bah, tant mieux, profites-en, au revoir, tu vois. Mais à la limite, je trouve ça me fait marrer. Voilà. Donc, la politesse, c'est très bien, c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Je vais poser une question de vieille. On dit souvent que YouTube manque de transparence et je voulais savoir, du coup ça revient sur le modèle publicitaire et le YouTube Money. Oui, dans vos analytics, est-ce que vous savez à quel endroit la pub est apparue? Est-ce que vous avez des détails là-dessus? Et question qui va avec... j'ai cru comprendre que le prix du coup pour 1000 variait selon la notoriété du créateur, mais est-ce que le volume de pubs qui apparaît aussi? Est-ce qu'il y a par exemple plus de pubs sur la chaîne Cyprien que sur la chaîne OGG?
ou pas? Mais en fait, on choisit. Hein. Enfin, je me trompe pas. On choisit. Moi, avec ma micro-chaîne, je choisis de mettre une petite publicité au début qu'on peut skipper, qu'on peut vidéo par vidéo. On peut choisir la catégorie d'annonce, on va dire. Par contre, je peux pas savoir je peux pas savoir si je vais avoir des pubs. Je sais pas quelle pub j'ai avant mes vidéos. J'en sais rien. Il y a des outils. On peut par exemple bannir des mots. Je sais que on peut dire je ne veux aucune annonce sur l'automobile ou ce que c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est un truc qui est globalement automatique. On active des annonces et on espère que ce sera des annonces qui vont rapporter le plus pour le créateur, quoi. Après que ça rapporte le plus pour le créateur, ça rapporte le plus pour mais YouTube, par exemple... Après, il y a l'histoire des networks aussi. Hein. Quand on a un network, on sait que les networks ont une relation privilégiée avec la régie pub, etc. Donc, potentiellement, si on a un network, on a plus de pubs. En tout cas, ça fait pas la diff. Hein. Non, c'est pas. Moi, de toute façon, on a bien vu que maintenant, les revenus liés à la pub, vraiment en vidéo sur les chaînes YouTube, c'est plus, en tout cas pour notre type de contenu, c'est plus ce qui fait vivre. Oui, ça, j'avais compris. Et par exemple, si Aude, tu as activé sur telle vidéo le fait qu'il y a un pré-roll dessus, après, c'est aléatoire. Complètement, c'est aléatoire. Alors, en plus, il y a plein de types d'annonces activables, soit des choses qui pop pendant la vidéo, soit qui coupent la vidéo. Moi, j'ai choisi ce truc-là avant qu'on peut enlever, parce que je sais que ça peut être pénible pour les gens. Donc voilà. Ils sont déjà peu, alors je préfère essayer de les garder. Et après, non, je ne peux pas savoir. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai refusé de faire... Enfin, j'ai été approchée par quelques networks qui m'avaient proposé d'intégrer les agences. Et c'est la première question que j'avais fait, vu que je fais un contenu quand même historique, féministe. Enfin, en tout cas, pas que féministe, mais même qui parle de femmes qui ont mené des combats assez forts. J'ai dit, comment je fais si d'un coup, j'ai vraiment une pub avec une femme nue qui lave une voiture juste avant? Est-ce que j'ai le droit de le choisir? Et les networks m'ont tous répondu, non, tu ne pourras pas choisir les annonces. Du coup, j'ai choisi, moi, de ne pas être représentée par un network. Parce que pour le coup, si j'ai une pub sexiste avant ma vidéo, c'est vraiment pas de mon fait et j'y suis pour rien. Et au mieux, je peux la désactiver. Et au moins, je ne entre guillemets, trahis pas les gens qui viennent sur cette chaîne. Mais on est clairement dans un rapport de force où on n'a plus trop le choix, quoi. Nous, on veut juste le maximum d'annonces pour essayer d'en vivre, quoi. Oui, mais d'ailleurs, tu vois, je t'avais posé la question parce que on m'a contacté. Ce qui est génial aussi, c'est que quand on est un gros youtubeur, on a plus de marge de négociation avec les networks que quand on est une toute petite. Moi, j'ai vraiment un network qui m'a proposé 70-30, 70 pour eux et 30 pour moi des revenus. Et j'avais mis un post et j'avais dit coucou, est-ce que c'est normal? Et vraiment, vous m'avez tous dit non, vraiment, non, arrête, fais pas ça. Il y a des networks qui se rémunèrent pas forcément sur les recettes pub, mais par exemple que sur le brand content ou les contenus avec les marques. Oui, globalement, ils prennent un pourcentage, il y a des commerciaux qui bossent là-dessus. Ouais. C'est ça. Merci. Bonjour, merci à tous les quatre d'abord pour vos témoignages qui sont hyper transparents mais aussi bienveillants, ça fait du bien d'entendre ça. Ma question s'adresse plus à Aude et à Charlie. Vous dites que vous vous êtes senti légitime dès lors que vous avez créé du contenu que vous ne voyiez pas, que vous n'aviez pas vu, en tout cas pas cerné sur d'autres chaînes. Mais justement, quand on fait de la vulgarisation scientifique ou historique, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce syndrome de l'imposteur qu'on a peut-être un peu plus souvent quand on est une fille qu'un mec sur YouTube? Et si oui, comment est-ce que vous le gérez si vous y êtes confronté? Alors moi, je me suis pas sentie légitime parce que ce contenu-là, je me sentais légitime de sortir quelque chose de toute façon. Malheureusement, je crois que c'est vraiment une question de confiance en soi et je pense que le doute habite tout créateur, qu'il soit homme ou femme. Malheureusement, sur cette légitimité et sur ce syndrome de l'imposteur que j'essaye absolument de combattre, je pense qu'en fait, on ne peut le combattre qu'en faisant. Plus tu fais, plus tu as l'approbation de gens, plus des gens te suivent, plus tu as une raison de le faire en fait, et c'est un cercle vertueux qui fait que si tu te dis j'ai le syndrome de l'imposteur donc je ne veux pas poster et que tu ne le fais pas, tout te conforte au fait de ne pas le faire. Donc il faut casser ce cercle et voilà. Et même si je le dis et je sais ô combien c'est difficile
Et je parle en tant que fille préservée de tout commentaire violent ou sexiste sur ma chaîne. J'ai un espace commentaire qui est 100% positif, ce qui est assez rare chez les femmes sur YouTube. Mais je le revendique et je pense que c'est possible. Parce que souvent, les discours, c'est « Ah, attention, t'es une fille, tu vas t'en prendre plein la tête quand tu vas... » Non, c'est possible que ça se passe bien. T'es exigeante avec toi, avec ton contenu et avec les gens qui regardent. Et je pense que plus tu vas te lancer, plus tu vas t'auto-légitimiser. Alors attention, par contre, tu dis ça se passe bien si tu fais du contenu qualitatif. Non, pas qualitatif, mais je veux dire si t'es respectueux de. Ah oui. En fait, si t'es cohérent avec toi-même, si t'es respectueux des gens qui te regardent, si. J'estime être cohérente avec moi-même, mais moi, par contre, des fois, c'est n'importe quoi dans la section commentaires. Entre les commentaires sexistes, les commentaires hyper déplacés, les trucs, vraiment, j'en vois des vertes et des pas mûres. J'ai pas ta chance entre guillemets au niveau communauté, mais après, c'est peut-être, je sais pas si c'est lié. Moi, je suis armée. Ça n'a rien à voir avec la chance. Ouais, je sais pas, je dégage peut-être un truc qui fait que je me fais un peu plus bolosser, j'en sais rien. Mais c'est vrai. Donc, non, mais t'as une très grosse chaîne aussi, c'est aussi lié. Je sais très bien que ça restera pas aussi positif le jour si un jour j'ai une 300 000 abonnés. Je sais que ça ne restera pas forcément comme ça aussi. Ouais. Parce qu'au début c'était comme toi, moi. Mais c'est inhérent aussi. Enfin, je veux dire, Cyprien, Julien, vous avez des haters aussi. Alors évidemment, c'est plus marqué chez les femmes, mais alors voilà, des gens comme Natou te dit, bah moi je mets des. Il y a une liste noire sur YouTube où tu peux me dire, bah tous ces mots-là, ils n'apparaîtront pas dans ma section commentaires. C'est ma meilleure amie. Moi, je sais même pas où est la fonction pour l'instant. Je te montre ça, ça change la vie. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Après, la gestion aussi de ça, mais si c'est ça qui peut te faire peur aussi, mais j'ai l'impression que c'était pas totalement ta question, on a dévié un peu. Ouais. Mais si ça peut te faire peur aussi, il y a aussi un truc, c'est que moi, dès le début, et je continue à le faire, je peux encore, mais je réponds à tout le monde. Et je montre à tout le monde, j'ai vu, like, merci, bisous. Non, mais même à ma petite échelle, les gens me prennent pour une tarée, mais aussi parce que je montre que je vois qu'il y a un être humain derrière, que je suis là, que le commentaire peut m'affecter. C'est ce qu'on disait avec Charlie juste avant. On disait une insulte qui est lancée anonymement par quelqu'un qui se dit ouais, c'est pas vraiment une insulte, c'est un peu virtuel. Elle a été lancée une fois par quelqu'un qui peut se dire ça va, j'ai juste mis un salope une fois. Sauf que la personne qui le reçoit va le lire 4, 5, 6 fois, va le relire ce commentaire. Et ce commentaire va rester. Donc en fait, pour une insulte, elle reste 6 fois plus pour la personne. Donc moi, j'essaye justement de faire de la modération moi-même, sachant que je n'ai pas d'insultes, mais en fait, le fait rien que de montrer que je suis là et que je lis tout, ça incite pas les gens à m'insulter. Puis je crois que tu mets sur les réseaux sociaux pas mal aussi tes entraînements de boxe. C'est vrai ça aussi. Calme pas mal les gens savent très bien que je fais de la boxe, donc du coup, ça aide. En tout cas, même d'un point de vue non modération, mais tu utilises vraiment YouTube au max, c'est-à-dire que vraiment tu impliques ta communauté, c'est que tu leur réponds. Enfin, je pense quelqu'un qui regarde du coup et qui commente ou qui interagit avec ta vidéo, il est super content parce que déjà il apprécie ton contenu, c'est normal. Okay, et en plus de ça, tu t'impliques dans la communauté. Moi, je peux plus le faire. Malheureusement, bien sûr. Les commentaires, je lis mes mails et tout, qui sont un mail public et tout, donc ça oui, je peux, mais les commentaires, malheureusement, je lis que ceux qui remontent un peu, on va dire, donc j'en lis quelques-uns. Mais je trouve ça vraiment génial, les gens qui s'impliquent dans leur communauté, c'est ouf, parce qu'il n'y a que sur Internet qu'on peut faire ça. Donc, l'avantage, c'est que tu as bien raison de le faire, et c'est une opportunité pour ta communauté. Quoi, une fois que la machine est lancée, tu vois, après, si ta machine est lancée et que tu n'as plus le temps de répondre aux commentaires, c'est que ta légitimité, elle est toute trouvée. Donc finalement, je pense que ça fait partie aussi des trucs, s'impliquer, permet de se légitimer. J'ai vraiment un problème avec ça. Légitimer, j'ai un problème. Ça fait 2 fois que je dis un mot vraiment pas français. Moi, juste pour répondre à ta question, je te dirais que le côté... déjà, en soi, le syndrome de l'imposteur, c'est à la fois un fils de pute et en même temps, ça peut être un moteur. Parce que le doute, en soi, il n'est pas mauvais. Moi, par exemple, je me suis remise en question plein de fois au niveau de ma chaîne. Il y a certaines vidéos où, avec le recul, je me dis « Ah, ça, j'aurais pu le faire différemment ». Et dans ce cas, tu t'évolues, en fait. T'évolues avec ton contenu, mais il ne faut pas se laisser bouffer par ça. Il ne faut pas se dire « Je ne suis pas capable, donc ok, j'ai merdé une fois, donc je ne peux plus jamais refaire des vidéos, c'est fini, etc. » Il faut au contraire prendre les erreurs que tu peux faire ou que tu penses pouvoir faire et te dire bon, voilà, comment est-ce que je pourrais le faire la prochaine fois pour me sentir beaucoup plus à l'aise à proposer ça et en faire une sorte de force, entre guillemets. Tu vois. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé d'outer moi-même mon problème sur une vidéo. Ouais, bien sûr. Sur mes 3 premières vidéos, j'ai un problème technique et je l'ai épinglé en top commentaire en disant ça ne sert à rien de me le dire 800 fois en commentaire, je le sais et je vous l'explique. Et du coup, en fait, les gens font ah ouais, ok, tu l'as expliqué, et voilà. Et
Tu l'as ça aussi le truc Tu de tues quand dans tu l'œuf. fais une toute petite erreur, même si c'est genre par exemple tu fais un lapsus ou un truc comme ça où tu t'en es pas rendu compte au montage, t'as tous les commentaires, les gens se sentent tellement heureux d'avoir pointé un truc que t'as mal fait, tu sais. Non, t'as parce tous que les moi je fais commentaires rien qui mal. parlent de Peut-être ça. pouvoir être top commentaire, enfin, c'est cool. Ouais, quoi. ouais, c'est vrai que c'est cool. Et pouce vert ça pour donne qu'il du le bien. voit. Pouce bleu. Oh putain, je suis encore en 2002. Pouce bleu pour qu'il le voit et tout. T'imagines? Tes top commentaires. Classe. On va prendre une dernière question. Oui, bonjour. Je voulais juste, je suis là. Oui. Je voulais juste que vous m'expliquiez, j'ai pas bien compris concrètement comment ça se passait la rémunération sur YouTube. Oh là là, d'accord, ok. On est parti là-dessus. Bien fait d'en prendre une dernière parce qu'elle va être courte celle-là. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Rapidement, en fait, comment tu gagnes de l'argent? Tu gagnes de l'argent avec les vidéos les pubs qui sont diffusées avant, pendant ou après tes vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est une première source de revenus. Tu postes une vidéo. Tu choisis. YouTube, donc tu coches le truc. YouTube regarde si ta vidéo est une vraie vidéo c'est pas un clip de Lady Gaga, parce que sinon ça sert à rien que de donner de l'argent pour ça, que tu l'as pas créé. Si c'est vraiment ta vidéo, ils disent OK, on veut bien monétiser. Et sur chaque annonce, par exemple une petite pub qui s'affiche devant, donc ça va générer, je sais pas moi, 0,001 centime par exemple. Et il y a 50% qui va pour le créateur, 50% qui va sur YouTube. Donc là c'est pour une annonce. Donc si on fait des millions et des millions de vues, ça fait des millions et des millions d'annonces. Donc potentiellement, ça peut générer jusqu'à un revenu, quoi. En sachant que c'est des millions de pubs vues et pas des millions de vidéos vues. C'est-à-dire si ta vidéo fait 2 millions de vues, mais que sur les 2 millions de vues, tu as 1,8 million de personnes qui ont mis adblock, ta vidéo, en vrai, elle a fait 200 000 pubs vues. Donc tu es payé sur les 200 000 fois où la pub a été vue. C'est hyper complexe ce que je raconte. En gros, adblock, ça veut dire que c'est une des raisons pour lesquelles, en vrai, les pré-rolls comme ça rapporte plus beaucoup d'argent. Donc ça, la pub sur YouTube directement, c'est une façon de gagner de l'argent. Deuxième façon de gagner de l'argent, c'est de travailler avec des marques ou des institutions ou des associations qui te donnent de l'argent en disant moi j'ai fait ça avec la pilule du lendemain par exemple, un labo qui m'a dit on te donne de l'argent si tu fais une vidéo où tu parles de la pilule du lendemain. Donc ça c'est une façon de gagner de l'argent. Ça mériterait vraiment qu'on explique la façon dont ça fonctionne. Le schéma monétaire de YouTube, vous avez 4 heures. Ouais. Ça c'est la deuxième façon. La troisième façon, c'est de te faire rémunérer par un financement participatif, donc un Tipeee. Tu ouvres une page et tu dis aux gens qui ont envie de te soutenir, je donne tant d'argent, soit en one shot, soit une fois par mois pour soutenir ta chaîne YouTube. Du coup, ça te fait des revenus réguliers. Là, c'est directement les internautes qui soutiennent le créateur en faisant des dons, quoi, vraiment du mécénat, quoi. C'est ça. Soit tu. Alors, moi j'ai un souci avec le fait de mettre l'aide du CNC par exemple dedans, parce qu'en vrai, c'est plus de l'aide à la création et c'est pas une façon de gagner de l'argent, c'est plus une façon de financer tes vidéos. En tout cas, oui, tu peux faire une demande d'aide au CNC, mais qui te donne de l'argent pour faire des vidéos, pas pour payer ton loyer. Et puis il y a un dernier truc qui est les activités qui sont à côté. Donc un youtubeur, il fait ses vidéos, mais il peut aussi, je sais pas moi, sortir une marque de pompe. Il peut, moi je fais de la BD par exemple. J'ai fait une BD et là je sors le tome 2 à la fin de l'année. Bon c'est aussi un revenu qui peut compléter. Voilà. Julien sort un livre. Oh, la petite instant promo. Ouais, bon. Non, mais c'est vrai que du coup, tu peux faire à côté. Moi, je suis auteur pour d'autres gens. Ça me permet de gagner de l'argent parce que je suis auteur pour ma chaîne, mais je me rémunère pas en tant qu'auteur. Par contre, si je suis auteur pour une autre chaîne, là, je suis rémunéré. Tu peux être comédien ou comédienne dans des séries. Tu peux effectivement faire des produits dérivés de ta chaîne. Donc, effectivement, moi, je sors un bouquin sur la même thématique que ma chaîne, mais tu peux faire des BD, des t-shirts, des protéines si tu as une chaîne fitness, ce qui n'est pas notre cas. Voilà. Oui. Eh ben, alors le chef a dit que c'était fini, donc c'est fini. Si vous avez vraiment à vous plaindre, c'est à lui. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Et merci à Aude, Charlie et Cyprien d'avoir participé. À bientôt sur Internet. Au revoir, à bientôt. Abonnez-vous. Mettez la cloche.